Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes plus de 500 à nous suivre pour cette 5e édition totalement digitalisée évidemment sur 4 jours, donc plénière, tracks, pitch de solutions innovantes, sessions en petit comité sur vos enjeux en termes de ressources humaines, vos enjeux prioritaires, et vous pouvez, mais on vous le répétera, construire votre programme sur futureofhr.fr. On va démarrer avec vous allez représenter évidemment, chef Yannick Aleno, une profession qui ont sans doute vécu le choc RH le plus important de l'histoire. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent, et alors ceux qui nous regardent sans doute peuvent réfléchir aussi à l'épreuve que représente le maintien, mais vous allez me dire si le terme est bon, chef, le maintien en tension de vos équipes d'excellence, pendant combien de temps? 8 mois sans travailler? Quasiment 8 mois sans travailler. Quasiment 8 exactement. mois sans travailler. Comment est-ce qu'on fait pour tenir un tel choc? Déjà, faut absorber ce choc, de comprendre ce qui vient de se passer. Ça a été assez particulier comme moment. La fermeture administrative, puisqu'on parle bien de ça. La police qui rentre à minuit dans tous les restaurants de France, et vous fermez. Tout le monde dehors, les clients comme le personnel. Mais comment ça? Mais je sais pas. Mais comment ça? Il s'est passé ça? Il s'est passé ça. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est opéré. C'est-à-dire qu'il fallait bien donner. À un moment, minuit, tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Donc l'État était là pour veiller au bien, à la bonne. À ce que chacun respecte ce truc. Oui, absolument. Voilà. Donc tout ça, c'est quand même assez particulier. Et même en temps de guerre, les restaurants ne fermaient pas. Je veux dire, ça continuait à tourner. Donc ça a été extrêmement violent, extrêmement particulier pour tout le monde. Et donc une fois que ce moment particulier est passé, il faut effectivement tenir une conversation très proche avec vos collaborateurs. Nous, on est 147 au restaurant, plus de 2000 dans le monde. Et donc chacun se pose des questions. D'ailleurs, l'Asie... Vous m'avez dit, encourager ceux qui restent, comprendre ceux qui partent. J'ai adoré cette phrase. Encourager ceux qui restent, on l'a fait à travers Instagram, parce que j'ai eu l'idée de demander à tout chacun de nous livrer les recettes qu'ils faisaient chez eux pour animer la toile, on va dire. Donc ils mettaient en avant leur famille, leurs enfants, eux-mêmes, etc. C'était super intéressant. Mais attendez, c'était donc un compte Instagram. Alors je vous ai pas présenté comme j'aurais dû sans doute vous présenter. Donc autour du pavillon Le Doyen et sur le site du pavillon Le Doyen où vous orchestrez là une série de... Combien de restaurants d'ailleurs Dans le pavillon, on a 3 restaurants. Voilà, 3 restaurants on a 6 étoiles au guide Michelin sous le drapeau Le Doyen. Voilà, ce qui est unique au monde, je crois. C'est le restaurant le plus étoilé au monde. Exactement. Voilà, c'est le restaurant le plus étoilé. Et donc c'était sur le site Instagram du pavillon. Le mien, Yannick Aleno, on a 300 000 followers. Et on a eu l'occasion de mettre chacun en avant sa créativité. C'est génial. C'est fabuleux parce qu'en fait, on a pas loin de 30 nationalités différentes. On a eu tout à chacun, on a voyagé grâce à cet Instagram dans des pays lointains, de tout horizon, de toute culture, de toute religion. On a eu l'occasion de partager des recettes à notre public, on va dire, et ça a été grandement apprécié par notre personnel, vraiment. Et je les remercie de ça parce que c'est important dans ces moments-là de leur dire à quel point ils sont importants pour nous, quoi. Ça, c'était un moyen de leur dire, vous êtes importants pour nous. Alors, et c'est ce que vous dites, il faut tout le temps rester positif. Quand vous prenez le choc de votre vie, chef, il faut tout le temps rester positif. Il faut être positif, créatif, attentif, à l'écoute et avancer en se disant demain ne sera jamais plus comme avant. Ça c'est une chose qui est certaine, c'est qu'un restaurant ne se réouvrira pas comme avant. C'est un truc de fou. Alors, on peut dire brièvement, parce que notre temps est compté, mais qu'est-ce qui va changer pour vous? Alors, en tout cas, nos 3 étoiles... Moi, j'espère que vous allez rouvrir comme avant, à titre personnel. On va réouvrir comme avant, et je crois qu'en termes de RH, en tout cas, en termes de notre position vis-à-vis de la culture RH sera complètement différente. Alors, allez-y. Vous savez, le métier que je représente, le service, parce qu'on est un métier de service... tel qu'on le vit dans un restaurant traditionnel, là on parle du 3 étoiles au guide Michelin, la première classe, a été inscrit dans les années 70-80, où les chefs ont pris en fait à leur compte la créativité, l'assiette. Michel Guérard a inventé la cloche, a été le premier à ne plus donner des choses à découper en salle, mais de les faire en cuisine. Donc il s'est inscrit à un nouveau process comme ça.
Et ces codes-là, je crois, ne sont plus actuels pour le 21e siècle. Donc il fallait tout changer. Parce que quoi? Parce que ça a fait basculer dans l'ombre. En fait, les chefs ont pris toute la lumière et ça a fait basculer dans l'ombre tous ceux qui sont autour de vous? Je crois qu'on n'a pas vu le monde changer, en fait. Parce qu'on était sur... Moi, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu changer suffisamment. J'étais sur l'autoroute de la vie, j'ai conduit mon véhicule au-delà des limitations de vitesse. Je voyais pas mon environnement. Je voyais pas mon environnement. Et le Covid m'a permis de m'arrêter et de me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, si j'ose exprimer comme ça, et de regarder de droite et de gauche et de voir que il y avait plein de trucs que j'avais pas traités. Le handicap dans mon restaurant, l'inclusion, comment je travaille sur la parité. J'entends tous les jours de dire c'est pas un métier suffisamment paritaire. Ok, mais il faut trouver des réponses à ça. Ah non, mais attends, rentrons dans le détail là, chef. Pas suffisamment paritaire. Pourquoi? Parce que une jeune femme ou une femme, elle peut pas être tous les soirs avec vous dans votre restaurant? Ou même un jeune homme. Aujourd'hui, je veux dire, le monde a changé et la partie privée, personnelle de plaisir ou vie sociale personnelle n'était, je crois, pas suffisamment entrée en considération dans notre organisation. Pour répondre à ça, moi, j'ai parlé du planning participatif. Ouais. J'ai 3 restaurants, j'ai la chance d'avoir 3 restaurants. Le planning participatif, comment ça se passe? On met tout le monde autour de la table. Tout le monde. Et on demande à tout à chacun qu'est-ce qu'il peut faire. Parce que nous, on travaille quand les autres s'amusent. Le week-end, les jours fériés, Noël, le jour de l'an, le soir. Donc ça, il faut le traiter. C'est-à-dire, et pourquoi les restaurateurs, pourquoi les employés des restaurants ne pourraient pas, un temps soit peu, profiter également de la vie normale? On est des marginaux, il faut quand même se le dire. Et donc, restons sur ce planning participatif. Et donc, finalement, vous allez essayer, alors j'imagine quand même autant que faire se peut, même avec 3 restaurants, de coller au plus près des attentes de chacun. Oui, bien sûr. Alors, prévaut évidemment l'entreprise, d'accord? Mais après, c'est des négociations. Alors, globalement, il y a un restaurant qui est ouvert midi et soir, le 3 étoiles qui est ouvert le soir, uniquement. Si on a un collaborateur, une collaboratrice qui me dit, moi, chef, je peux pas, pour des raisons X ou Y, travailler le mardi ou le vendredi ou le soir, est-ce que ça vous pose un problème? Et là, on répond évidemment que non, puisqu'on va pouvoir vous faire travailler au déjeuner, au restaurant qui s'appelle Le Pavillon au Comptoir, et finalement de performer dans votre formation, d'avoir une formation extrêmement complète, et de pouvoir prétendre aller un jour vers le Graal du 3 étoiles. Chef, c'est passionnant parce que dans ce restaurant et dans cette petite entreprise quand même aujourd'hui, j'ai l'impression que vous concentrez tout ce qu'on va décrire durant cette journée RH. L'image que j'ai, d'une brigade dans un restaurant, c'est marche ou crève. Et donc en fait, vous nous dites, ça fonctionne plus. On ne peut plus fonctionner comme ça aujourd'hui. Dans les mots, dans notre communication, il est important aussi de positiver. J'ai entendu toute ma vie dire que le métier de cuisinier, de restaurateur, était un métier difficile. Moi, j'ai plus envie de dire ça. Ce n'est plus le temps des cuisines chaudes. Moi, j'ai commencé, j'étais grillardin, j'avais 15 piges, je mettais du charbon dans ma grillade. Il faisait une chaleur de bête. Aujourd'hui, vous venez au pavillon Le Doyen, vous avez une cuisine froide, induction, climatisée, acoustique. Oui, mais je vais vous dire, c'est le pavillon Le Doyen, vous avez les moyens de faire ça. Non. Aujourd'hui, je me balade beaucoup, il y a des belles petites cuisines qui sont confortables. Je veux dire, donc ce métier, on porte plus des casseroles énormes, je crois qu'il faut déjà commencer à arrêter de dire que c'est difficile. La preuve en est, c'est que on est régi par les mêmes lois que tous, c'est-à-dire que les 35 ou les 39 heures sont appliquées aujourd'hui, c'est un fait. Ouais. Que les coupures, elles sont généralement compensées. C'est plus aussi dur qu'avant. Donc j'ai envie de dire aux jeunes ou aux gens, arrêtez de dire que c'est dur, arrêtez de dire que c'est marche ou crève. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Ah là, voilà, c'est ça. Il faut arrêter de le dire, c'est une chose, mais il faut que dans les faits, les choses soient profondément transformées. L'exemple. Mais bien sûr, non mais c'est ça. D'où effectivement. Si le rôle de grand chef ne fait pas exemple pour les autres. Moi, je me suis beaucoup rapproché pour écrire ce bouquin. Des RH, des groupes... Un bouquin, alors attendez, un bouquin dont on va voir la couverture, je sais pas si on l'a déjà vu d'ailleurs. Voilà, tout doit changer. J'ai posé des questions, notamment sur le handicap. Le handicap, c'est très compliqué à gérer. Enfin, c'est très compliqué si on pense que c'est compliqué. Et j'ai appris que 60% des handicapés étaient des handicapés de la vie. C'est-à-dire pas des gens qui naissent avec un handicap, mais qui ont eu un accident de vie. Peu importe. Et ces gens-là, de fait, quand il leur est arrivé ce problème-là, ne sont plus intégrés dans les restaurants, c'est fini leur vie de passion, s'ils sont passionnés, c'est terminé. J'ai créé 3 cuisines dans mon restaurant, on a investi plus de 6 millions d'euros dans les cuisines.
Je n'ai jamais pensé auparavant à créer un poste où quelqu'un en fauteuil roulant pouvait venir travailler avec nous s'il était cuisinier. Mais quel imbécile j'ai été à ce moment-là, de dépenser autant de moyens et ne pas suffisamment penser aux autres. Comment on peut aujourd'hui penser autrement que cela? Donc des cuisines dans le monde, je vais en faire d'autres. Ouais, il faut que je vous pose une question, chef. C'est parce que aujourd'hui, comme vous dites, sur la bande d'arrêt d'urgence, votre conscience d'homme vous pousse à faire ça, ou parce que aujourd'hui, votre profession, vos métiers, l'ensemble de votre industrie doit absolument, si elle veut continuer à progresser, rentrer dans cette dimension que vous décrivez? Les deux, mon général. C'est-à-dire que là, il faut qu'on évolue pour donner l'envie aux futures générations de travailler à nos côtés. Je veux dire, on a une pénurie de personnes. Il y a 500 000 postes à pourvoir dans la restauration et l'hôtellerie. 1,5 million. Ouais. Enfin, on a déjà réglé un certain pourcentage de notre problème français, quoi. Et si on étend ça, parce que c'est toutes les professions de service qui vous intéressent, et si on étend ça à toutes les professions de service, il y a deux choses. La première, vous avez là encore une phrase formidable. J'espère qu'à la sortie de cette crise, on arrêtera de klaxonner derrière les éboueurs et qu'on viendra les saluer. Il peut y avoir un choc comme ça, vous espérez un choc comme ça? C'est choquant, je veux dire, les gens qui ramassent nos poubelles sont là pour nous aider à tenir une ville propre. Je suis effaré de voir à chaque fois quelqu'un klaxonner un éboueur. Moi, j'ai envie de sortir de la voiture, je le fais, et les remercier. Au Japon, quand vous êtes au Japon, les gens s'inclinent devant les balayeurs. Redonnons, je crois, de la valeur aux choses. À ces gens qui font ce qu'on appelle, d'ailleurs, il faut arrêter pareil de dire que c'est des petits boulots. C'est des boulots essentiels. Le service est un travail essentiel. Et ces gens-là sont essentiels à la communauté. Donc, il faut les valoriser de façon extraordinaire. Cette histoire d'essentiel, là, il y a pas mal de professions à qui ça a fait mal. Quand à un moment, l'administration leur a dit, vous n'êtes pas essentiel. Comment est-ce que vous l'avez traversé? Ce moment-là. Peu importe, vous savez ce que vous valez finalement. Non, pas du tout. Je crois que les gens se sont aperçus d'eux-mêmes l'essentialité d'un restaurant. Je veux dire, faire à manger tous les jours à la maison, faire sa plonge, etc. On a des machines pour le faire. Oui, je pas vraiment. Je vous rassure. Moi, quand je fais la cuisine à la maison, j'en mets partout. C'est pas travailler simplement. Donc c'est un vrai truc hyper important de convivialité. Enfin, ce qu'on a perdu, c'est la convivialité, le rapport aux autres. Ouais. Enfin, moi qui suis un tactile, je vois les gens se toucher le coude, le poing, ils n'osent même plus s'embrasser. Il va falloir retrouver aussi des codes sociaux, même vis-à-vis de notre personnel, qui soient différents. Vous savez, il faut être de plus en plus attentif. Cette semaine-là, il y a quelques jours, ma RH me dit, il y a un de vos chefs de parti qui veut vous parler. Il me dit, chef, je vous ai fait quelque chose. J'ai été dans mes soucis, dans mes trucs et tout. Je n'avais pas fait suffisamment attention. Il m'a dit, pourquoi, est-ce que je t'ai blessé? Si c'est le cas, je m'excuse. Vous m'avez pas dit bonjour depuis 2 jours. Parce que, encore une fois, je ne me trouve pas d'excuses. J'ai failli à ce moment tellement particulier, tellement important pour eux. Il faut dire bonjour à tous ces collaborateurs, du sol au plafond. Il faut aller les voir, il faut les saluer, les remercier au quotidien, de leur dire à quel point ils sont importants pour nous. Et ça, vous traversez avec ça des montagnes. Chef, il suffit pas de le dire, il faut le penser. Ouais, mais moi je le pense. Oui, non, mais c'est ça. Il faut. Et aujourd'hui, la réalité vous remonte à la figure immédiatement. Que le gamin soit malheureux et qui ose le dire aujourd'hui. Moi, quand j'étais à son âge, je n'osais même pas aller déranger le chef. Et ouais. Mais c'est génial, tant mieux. Il donne des signes de peut-être d'un mal-être à un moment T qu'il faut absolument résoudre à l'instant T. C'est-à-dire que dès que vous sentez. Alors, on parlait des départs. C'est important de comprendre pourquoi. Comprendre ceux qui partent. Ça, c'est vachement important. Il faut prendre le temps de leur dire, mais pourquoi? C'est pas qu'ils sont malheureux, c'est qu'ils ont un projet différent, que ceci, cela, mais se dire, écoute, tu sais quoi, à tout moment, si tu as besoin de moi, je serai là. À tout moment, tu peux... Enfin, on connaît, c'est un métier de réseau, aider à l'autre côté de la planète. Les chefs, c'est une communauté extraordinaire. Moi, à chaque fois, je me suis baladé dans le monde entier, j'ai eu un truc, je téléphonais à quelqu'un, j'avais quelque chose... Et c'est important de leur dire... que quand ils vont quitter la maison, qu'ils sont toujours dans notre cœur et d'être là quand ils ont besoin à tout moment. Et vous étendez ça en fait à toutes les entreprises. Vous dites, en fait, cette image de j'étais sur l'autoroute et à un moment, bim, bande d'arrêt d'urgence. Je pense que beaucoup de patrons l'ont vécu, expérimenté, etc. Avec en même temps, j'imagine, un stress terrible de savoir quand est-ce que je rouvre, comment est-ce que je rouvre, dans quelles conditions. Et vous dites,
tout le monde va faire ce travail d'approche plus fine sur les individus. Vous en êtes convaincu, C'est essentiel de demander aux gens, enfin de leur donner du bien-être. C'est fini le temps où le travail était, enfin en tout cas notre métier, qui est un métier de passion, doit prendre en considération, je crois, les difficultés de chacun. C'est-à-dire que il est impossible de laisser les problèmes des gens dehors. Nous, on m'a toujours dit, tu laisses tes problèmes dehors. Mais ouais. Moi, là, on met en place au mois de septembre un truc extrêmement moderne à l'époque. J'appelais ça le projet Joël Mazar. Je sais pas. Allez-y. De ma génération, on a tous vécu à cette époque. Pause café avec Véronique Jeannot, qui était une jeune femme de l'âge des élèves et qui était là, en train de discuter avec les élèves et de leur demander les problèmes qu'ils avaient à la maison. Mais c'est une série télévisée qui a 30 ans, quoi. J'avais oublié, je dois vous avouer, j'avais oublié. Et je regardais une interview de Joël Mazar l'autre fois, c'était déjà tellement moderne. Et pourquoi je me suis dit, mais il faut que je fasse ça. Il faut que j'ai un salon confortable, avec quelqu'un qui leur ressemble. Moi, je suis déjà... j'ai 52 ans, j'ai pas 25 ans. On est déjà avec une distance, je crois, normale. Hein. Ouais. Et je crois que mes 150 collaborateurs ont besoin d'une personne de confiance qui discute avec eux de leur sujet. Mais une personne de confiance, quand vous dites, c'est vous la personne de confiance? Non. Qui soit formé à ça. Moi, je suis pas psychologue. D'accord. Ni sophrologue. Je pense que c'est plutôt un coach maison qui sera là à demeure et qui prendra le temps de boire un café avec eux et leur dire ça va, tout va bien. Ma maman, dans la vie, il y a... Et tout, il prend tout. Il prend tout. Et y compris les problèmes personnels, il prend tout pour Mais vous. oui, j'invite tout le monde à refaire... Ça m'intéresse et ça va intéresser. La série Joël Mazar. Ça, je sais pas s'il faut aller regarder. Si, bien sûr qu'il faut aller regarder parce que les gamins qui étaient déjà à l'époque des années 80 en souffrance d'une nouvelle génération différente, etc., s'exprimaient de leur truc. Et ce qui est important, c'est de laisser les gens s'exprimer et de traiter une information qui les aide à se sentir mieux. Et c'est pas un truc nouveau, en fait. En tout cas, ça va être nouveau chez moi. Voilà. Et surtout, ce que vous dites, c'est qu'il faut, je trouve pas d'autre terme, l'institutionnaliser. Vous allez embaucher un gars pour faire ça, un lieu pour faire ça. Ouais. Voilà. Il faut pas que ce soit fait entre deux portes, on va avec le premier kidam qui passe. On va sacrifier un salon et des fenêtres sur les Champs-Élysées, une pièce qui fait une vingtaine de mètres carrés. Incroyable. Parce que je pense que si je n'ai pas cet outil-là, je n'y arriverai pas à traiter des problèmes qui peuvent être multiples et qui sont essentiels à la bonne marche de mon entreprise. C'est la leçon, chef, il nous reste 2 minutes. C'est tenir compte, enfin, ce que vous retenez finalement de tout ça, tenir compte de chaque individu. Oui. Et plus encore. Et plus encore, pourquoi? Et plus encore, c'est-à-dire. Parce que, et plus encore, c'est, à travers ça, c'est leur promettre un parcours de vie avec nous. Alors, avant de finir, la dernière phrase que je veux vous donner. Allez-y. J'ai appris un truc. Quand j'embauche quelqu'un, je lui dis, si tu viens bosser pour moi, t'as rien compris. Faut que tu viennes bosser ici pour toi. Et que tu viennes à travers nous, récupérer le savoir que tu as besoin pour ta carrière, pour ton évolution. Et ça fonctionne bien. Je laisse un petit silence, parce que c'est un bouleversement, ça. Hein. Mais j'ai, dans d'autres professions de service, d'autres patrons qui m'ont dit ça. Dit autrement, toi, salarié, en fait, tu es plus important que mes clients. Oui. Vous pourriez le dire comme ça aussi, c'est aussi important que le client. Aussi important. Aussi important que le client. C'est un équilibre précaire qu'il faut traiter avec les plus grands égards, les uns et les autres. Yannick Aleno, donc, notre premier invité. Merci. Pour cette plénière. Merci, chef. On repart, les amis. Notre cerveau n'en peut plus et on va repartir avec le sociologue Gérald Bronner. Vous allez voir. Absolument passionnant. Mais je représente Philippe, Philippe Burger, qui va m'accompagner durant toute cette plénière, associé Capital Humain Deloitte. On verra d'ailleurs à la fin de cette plénière ensemble, Philippe, les HR Trends de Deloitte et l'ensemble des tendances qui vont guider votre action.
C'est le sociologue Gérald Bronner qui va maintenant nous accompagner. Bonjour Gérald. Bonjour. Merci donc de nous rejoindre. Alors j'ai titré ça Notre cerveau n'en peut plus. Vous êtes sociologue, vous vous intéressez notamment à la façon dont, comment est-ce qu'on va dire ça, notre cerveau reçoit les flux d'informations, essaye de les gérer et fait des arbitrages qui sont pas toujours les bons en fait, pas toujours ceux qu'il devrait faire. Bah oui, dans l'intérêt collectif, on va dire ça comme ça. En tant que sociologue, je m'intéresse aux interactions entre êtres humains, socialisés, mais c'est vrai que dans l'être humain, il y a un organe qui est particulièrement important, et qui fait que, d'ailleurs, c'est l'organe le plus complexe de l'univers connu, 1 million de milliards de connexions. C'est dans notre boîte crânienne et ça s'appelle notre système nerveux, ou en effet notre cortex, et ça c'est intéressant, c'est important, mais il ne donne pas toujours de bonnes réponses aux questions que nous nous posons. Voilà. 1 million de milliards de connexions, quoi à la seconde, à la minute, à... Non, synaptique, c'est la connectivité. Ah oui, c'est ça. Gérald, on a plein de questions à vous poser, évidemment, et merci d'accepter de jouer le jeu d'ailleurs, rapportées au monde de l'entreprise. La première, peut-être, c'est vous estimez aujourd'hui qu'entre travail et révolution numérique, on va faire comme ça, vous m'avez dit, on fait des journées de 30 heures. Qu'est-ce que ça veut dire faire des journées de 30 heures? Oui, c'est pas moi qui l'estime, ça a été évalué notamment aux États-Unis, mais on peut approximer sans doute que pour la France, ça doit pas être très différent. Bah oui, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on a libéré beaucoup de temps de cerveau disponible, disponibilité mentale. Dans mon dernier livre, j'établis qu'on a même 8 fois plus de disponibilité mentale entre le début du 19e siècle et aujourd'hui, mais pour en faire quoi? Et une partie de cette disponibilité mentale, elle est tout simplement captée, tractée, cambriolée en quelque sorte, par la disponibilité de l'information. C'est une révolution numérique. On a tout simplement publié 90% de l'information disponible sur cette terre dans les 2 dernières années, ce qui est considérable. Il est donc normal, en effet, qu'une activité aussi essentielle que le travail, subisse une forme d'interpénétration avec le temps numérique. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire concrètement, il y a des gens qui travaillent, mais en même temps, ils ont toujours un œil sur Facebook, les réseaux sociaux, que sais-je, toutes les alertes incessantes qui tractent notre attention. Ça fait des journées, si on cumule tout, non pas de 24 heures, mais de 30 heures. Et donc, les salariés sont évidemment épuisés. Et donc, ça amène une interpénétration permanente entre vie personnelle et vie privée? C'est aussi cette révolution numérique et cet assaut numérique permanent qui amène cette interpénétration? C'est-à-dire qu'il faut bien, et en particulier dans le temps du télétravail qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était vrai précédemment, il faut bien voir qu'une partie de notre travail, nous l'exécutons sur les écrans. Et que cet écran, il est en interaction lui aussi avec le monde du travail, mais avec d'autres éventuellement sollicitations numériques. Donc cela coûte beaucoup d'argent. C'est plus de 500 milliards de dollars, évalués encore aux États-Unis, cette distraction numérique. Mais qu'est-ce que c'est que ce chiffre, Gérald, 500 000 ? C'est tout simplement les heures de travail, à peu près 28% de notre temps de travail, qui s'évaporent dans des considérations, on va dire, triviales, pendant le temps de travail. Donc c'est une perte évidemment sèche pour les entreprises. Et alors moi je le vois d'ailleurs, si je puis dire en tant que professeur d'université, je fais cours et à ma chaire, je ne monte plus jamais dans les travées, parce que qu'est-ce qui se passe quand je monte dans les travées? Je vois les écrans de mes étudiants et je vois les logos Twitter, Facebook, etc. Alors vous voyez, quelquefois il vaut mieux ne pas savoir, je préfère ne pas savoir, je reste sur ma chaire. Gérald, c'est un truc, je vais te donner la parole Philippe, mais c'est un truc qui m'obsède. À titre personnel, on sait tous qu'il ne faut pas répondre à ces sollicitations. Oui. Et pourtant, on n'y résiste pas. Pourquoi? On sait tous, quand on commence à faire un boulot un peu complexe, j'en sais rien, je vais me concentrer pendant une demi-heure sur la préparation de l'interview de Gérald Bronner. Ça m'intéresse. On a discuté ensemble, etc. Et pourtant, je ne vais pas pouvoir consacrer cette demi-heure pleine à la préparation de cette interview. Alors pourquoi? C'est une bonne question. La réponse en même temps elle est évidente. D'abord, c'est pas, redisons-le fermement, c'est pas une fatalité. Nous pouvons utiliser toutes sortes de techniques pour nous prévenir de cette distraction numérique permanente. Mais d'un autre côté, ceux qui nous font des offres sur le monde numérique ont un coup d'avance. Ils connaissent le fonctionnement du cerveau, c'est ce qu'on appelle les dark patterns. Ils utilisent les dark patterns pour précisément tracter notre attention, même en deçà de notre volonté. Quelles sont les informations qui vont être irrésistibles pour nous? Par exemple, des informations égocentrées. N'est-ce pas? Un post que vous avez mis sur les réseaux sociaux a été liké par tant de personnes. Ou alors des informations de comparaison. 42 de vos amis ont fait ceci pendant que vous faisiez cela. Vous savez, c'est comme quand vous avez une soirée, vous n'êtes pas invité. Tous vos amis sont invités à une soirée, vous avez envie d'y être, quoi. Il y a évidemment une tractation de votre attention qui est presque irrésistible. Et c'est ce qu'on appelle, ça porte un nom que vous connaissez sans doute, c'est le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. La grande ruse du monde numérique, c'est de transformer le rien en événement. On nous fait croire sans cesse qu'il se passe quelque chose. Voilà. Quelle phrase sublime!
Ah mais non, mais Je vous la laisse alors. Je vous la donne. transformer le rien en événement. Oui, c'est exactement ça. Mais alors maintenant que je le sais, mais je sais pourtant que je vais pas pouvoir y résister, c'est ça qui est terrible. Donc c'est irrésistible quand même, c'est quand même une fatalité. Vous m'expliquez tout ça et vous me dites c'est pas une fatalité. Moi je le vis comme une fatalité là. C'est pas une fatalité parce que le même cerveau qui nous conduit à nous abandonner dans des addictions a aussi des ressources pour résister à ces addictions. Dans notre cortex préfrontal, je suis pas spécialiste des neurosciences, je suis sociologue, mais j'essaie de les lire en essayant de comprendre et j'ai compris que dans notre cortex préfrontal, il y a toutes les ressources possibles pour résister à quelque chose. Par exemple, il y a une célèbre expérience qu'on appelle l'expérience de Walter Mitchell, l'expérience des marshmallows que vous connaissez peut-être. On met un bonbon devant les yeux d'un enfant. C'est tordant. Allez voir les vidéos, on peut les voir sur YouTube. Les pauvres petits qui ont 4 ou 5 ans, on leur dit si tu résistes pendant 3 ou 4 minutes ou 10 minutes, tu en auras 2. Et il y en a qui se tordent comme ça. Il y en a même qui lèchent le bonbon pour ne pas le manger. Alors, il y a la fin. Et le problème, c'est qu'il y a un certain nombre n'arrivent pas à résister. Tout est là. Nous pouvons résister. Oui, ils doivent inventer des stratégies en plus pour essayer de le manger un peu, de le remettre. Ils tournent autour, c'est adorable. Ouais. Philippe, non, il y a énormément de choses qui c'est exceptionnel. Ouais, non, mais c'est voilà, ça. Le truc à réécouter ensuite. Voilà, si je prends sur le premier, sur la perte de productivité, je suis entièrement d'accord. Il y avait une étude qui avait montré il y a quelques années que, en fait, notre cerveau en moyenne met 20 minutes pour être concentré sur un sujet. Donc ça rejoint sur ton point d'une demi-heure. Il faut 20 minutes pour être optimal. Et en fait, on est interrompu toutes les 2-3 minutes. Mais oui, mais encore une fois, parce qu'on le veut bien. Moi, c'est ça que Alors, on le veut bien, oui et non, mais il y a la nature aussi qui nous trahit. Moi, j'aime bien donner l'exemple de vous parcourez une rue pour la première fois et en fait, le chemin vous paraît long. Pourquoi ? Parce que vous capturez chacune des images. Vous le faites le même chemin le lendemain, il vous paraît beaucoup plus court. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre cerveau enregistre uniquement les éléments qui ont changé. C'est pour économiser aussi de l'énergie. Donc, ce qui nous attire, c'est ce qui change. C'est la nouveauté. Donc, c'est ce qui fait qu'un pop-up, ça nous attire. C'est aussi l'attraction, tous les éléments que vous avez soulevés. Donc, voilà. Donc, il faut y travailler. Transformer le rien en événement. Les jeunes sont des multitaskers, c'est totalement faux. Oui, alors là, c'est intéressant, y compris pour les managers qui peuvent nous Tout à entendre, fait. parce que j'ai constaté que dans le monde du travail, il y avait toutes sortes de mythes, n'est-ce pas, de management. Et j'ai entendu souvent qu'on ne manageait pas les jeunes comme les autres catégories d'âge. Alors, il est vrai qu'il y a des cultures spécifiques à des classes d'âge. Les sondages le montrent. Par exemple, les jeunes aujourd'hui en France sont plus sensibles à tel type de thème que d'autres catégories, notamment au thème de l'environnement, et c'est très bien. Voilà, il y a des cultures générationnelles. Mais ça ne veut pas dire que notre cerveau mute au contact d'une technologie. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire que non, les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi n'ont pas des super pouvoirs comme les X-Men et ne sont pas capables de faire un certain nombre de tâches en même temps. C'est pas vrai parce que la science l'a mesuré et l'on sait tout simplement que oui, nous pouvons tous faire des choses différentes en même temps, mais nous le faisons moins bien et la somme de notre activité est moins productive que ce que nous aurions fait si nous avions pris le temps de segmenter chacune de nos tâches. Donc il faut faire aussi attention véritablement à ces mythes, ce sont des légendes urbaines qui envahissent le monde de l'entreprise et qui feraient que on imagine qu'il y a quelque chose de vertueux dans ce monde numérique. C'est vrai, il y a plein de choses absolument vertueuses. La première, c'est le recrutement d'informations. Moi qui fais de la recherche, je trouve ça absolument fabuleux d'avoir un article qui a été publié de l'autre côté de la Terre en quelques secondes, en quelques clics, alors qu'avant il me fallait des semaines pour avoir une photocopie que je payais et généralement l'article correspondait pas à ce que je souhaitais. Donc, c'est bien sûr un énorme progrès. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais il ne faut pas non plus se nourrir de mythes. N'est-ce pas de laisser son croire contaminé par son désir en se disant que ces jeunes qui arrivent. Digital natives, on dit. Absolument. Bon, on leur a donné. Après, il y a eu la génération X, Y, Z. Puis à Z, on est coincé. Il faut trouver un autre. Mais c'est une des questions que je me pose. Comment est-ce qu'on va appeler la prochaine? Il y a tous ces mythes de ces caractéristiques cognitives. Mais attends, Gérald, parce que le truc qui est peut-être encore plus grave, c'est qu'ils le croient eux-mêmes. Ah ben eux Ils croient eux-mêmes qu'ils sont multitaskers à ce moment-là. Évidemment, c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'à force de croire quelque chose, on croit que quelque chose devient vrai, seulement elle se réalise pas forcément. C'est ça le problème. Ouais. Et en effet, on n'est pas forcément le bon évaluateur de soi-même concernant la productivité de ses tâches. Alors tout ça coûte beaucoup d'argent et puis aussi des illusions, je pense. C'est surtout ça. Philippe? Ouais, profondeur et traitement d'information, je suis entièrement d'accord. Et Gérald Vallon, enfin là, on n'a pas le temps, mais il dit ils sont pas meilleurs pour aller chercher de l'information, c'est pas vrai. Ils sont pas meilleurs pour utiliser des outils, c'est pas vrai. Enfin, etc. Alors, je suis plutôt d'accord. Je mettrais un iota peut-être, c'est qu'il y a aujourd'hui des recherches qui ont été faites qui ont montré que le cerveau quand même était modifié. Donc on sait pas. Là, je rejoins tout à fait le point précédent en disant on n'est pas multitasker de manière générale. Par contre, il y a eu des effets sur le cerveau, sur le développement du cerveau. Donc on n'a pas de
d'analyse si c'est positif ou négatif. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul. Par contre, sur le sujet des générations, je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, depuis 1 an ou 2, on voit les organisations qui réfléchissent différemment et qui abandonne cette notion générationnelle en disant tiens effectivement ta génération je vais la traiter de telle manière etc. Oui. Et il y a eu des recherches qui ont été faites notamment sur la question de l'innovation de manière très intéressante. En fait on se dit tiens l'innovation ça va être plutôt les jeunes qui vont le faire et en fait on s'est rendu compte que l'innovation elle se fait à toute classe d'âge. Et tu sais quoi, j'ai toujours pensé que c'était une solution de facilité cette histoire de finalement classer les générations, que ça rassurait le manager, tout en disant on ne peut plus les mettre dans une case. En fait ils les mettaient quand même dans une case. C'est vrai. Après c'est vrai que les générations ont eu elles étaient créées à partir de marqueurs sociétaux importants, c'est-à-dire post de l'après-guerre, etc., etc. On a aujourd'hui des marqueurs qui sont des marqueurs plus globaux, c'est-à-dire qu'on a la globalisation a aussi touché nos sociétés. On a des effets, l'effet smartphone sur les nouvelles générations, les réseaux sociaux, etc. A marqué partout, en France, aux États-Unis, en Asie, etc. Alors dernier point, et là aussi très très important, ne pas importer les conflits numériques dans l'entreprise. Oui, ça je pense que c'est un des risques principaux qui pèsent sur la vie d'entreprise, parce que bon, on le sait tous, je ne vais pas vous l'apprendre, la conflictualité est une essence très vive pour les réseaux sociaux. C'est même mesuré, d'ailleurs, des chercheurs chinois ont montré que le Weibo chinois, qui est l'équivalent de Twitter, si vous voulez, promeut les messages qui sont qui ont le plus de viralité sont ceux qui sont assortis de l'émoticône colère. Indignation morale, une indignation morale tous les 2 jours, ça a été mesuré en France, sur le Twitter français. Donc en fait, on s'indigne sans cesse, et cette indignation, elle crée de nouveaux ennemis, de nouveaux amis, et on commence à avoir pas mal de papiers qui montrent, y compris dans les familles, par exemple des thèmes, je vais pas les aborder ici, je suis passionné par ça, le conspirationnisme, l'anti-vaccination, etc. On va pas prendre parti sur ces questions-là, mais en tout cas, ça peut fracturer, évidemment, les amis d'un jour, ou même les amis anciens, ou dans les familles, on ne parle plus de certains sujets. Il n'y a pas de raison que dans le monde de l'entreprise, on ne retrouve pas ces fractures-là. Il y a quand même un avantage dans le monde de l'entreprise, c'est que contrairement au monde numérique, normalement, on n'est pas anonyme dans l'entreprise, n'est-ce pas? Et alors, le vrai problème auquel on doit faire face sans doute, c'est que comme il y a une interpénétration entre le monde du travail et le monde, on va dire, semi-public des réseaux sociaux, un certain nombre de salariés doivent porter aussi l'étiquette de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Ils peuvent s'en glorifier, mais peuvent aussi en avoir honte, parce que certaines entreprises sont tirées d'un certain nombre de polémiques, qu'elles relèvent de l'énergie, de l'alimentation, etc. On connaît tous ces polémiques. Et certains commencent, ce qui est tout à fait nouveau, à avoir honte de travailler dans l'entreprise dans laquelle ils travaillaient, alors qu'il y a 1 décennie ou 2 décennies, ils en étaient fiers, au contraire, précisément parce qu'ils sont confrontés éventuellement sur leur compte privé à des controverses qui touchent leur identité professionnelle. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par... Enfin, il faut là encore, j'en sais rien, en parler, expliquer. Il faut que les managers soient conscients de ce risque d'importation du conflit digital ou numérique dans leur entreprise et en parler avec les équipes, en fait. Exactement. Je pense que ça, c'est un nouveau thème de management. D'ailleurs, je leur apprends rien. Sans doute, ils le font depuis un moment. Mais s'ils ne le font pas, je sais pas, parce que s'ils ne le font pas, ils ont intérêt à le mettre à l'agenda de leur réflexion managériale. Ouais. Parce que d'une certaine manière, c'est rentré dans la sphère privée, en fait, Gérald. C'est ça qui est assez compliqué. Et même, effectivement, vous avez raison sur la question des comptes digitaux qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. C'est assez compliqué, je pense, pour un manager. Tout est devenu poreux. Il y a plus de zone d'étanchéité de la vie sociale. Tout est devenu poreux. Et donc, évidemment, ça nécessite probablement une forme de révolution managériale sur ces questions. Pour continuer à considérer que c'est pas une fatalité. En conclusion... Rien n'est une fatalité. Ouais, mais je sais tant qu'il y a un cerveau, tant qu'il y a de l'humain, il y a de l'espoir. Et il nous dit qu'il se transforme, notre cerveau. Il nous dit que c'est en train... Non, notre cerveau ne se transforme pas. De gangrène qui est en train de... L'environnement numérique va activer certaines disponibilités du cerveau, certaines potentialités du cerveau, plutôt que d'autres. Par exemple, les jeunes sont beaucoup plus impatients que les autres. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que nous nous transformons génétiquement. Nous ne devenons pas des mutants. Et il y a un chemin de retour ? Il y a toujours un chemin de retour parce qu'il y a une plasticité dans notre cerveau qui nous permet en effet, mais ça demande du nudge, ça demande de se fixer des objectifs, ça demande parfois aussi de s'isoler, ça demande de reprendre du temps, s'ennuyer par exemple. Pour les enfants, il faut les laisser s'ennuyer un peu pour ralentir en quelque sorte la frénésie. Et ça demande une prise de conscience, d'en être conscient, et vous nous y avez aidé. Je l'espère. Merci infiniment, Gérald Bronner. On continue les amis. On repart les amis, Anne-Marie Husser est avec nous. Bonjour Anne-Marie, vous êtes DRH France de sans doute l'entreprise la plus fascinante du monde en ce moment, Anne-Marie.
Eh ben, je vous dirai pas le contraire. Non, mais et sérieusement, enfin, je sais pas, Philippe, si tu es d'accord avec moi. Et tant en termes de d'efficacité qu'on a tous vu, etc. Il y a aucun problème. L'ensemble des débats qui peuvent être aujourd'hui générés par Amazon, que l'organisation interne, et c'est de ça dont on va parler. Oui, avec plaisir. L'agilité planétaire. L'agilité planétaire. Donnez-moi le chiffre. C'est combien de salariés Amazon Monde aujourd'hui? Alors Amazon Monde, 1 300 000 collaborateurs, sur l'ensemble des pays à travers le monde ou presque. Et en France, dynamique de croissance, à la fois de l'activité, mais aussi dynamique de création d'emplois. 11 500 salariés fin 2020. Nous serons 14 500 fin 2021, donc création de 3 000 emplois. 1 300 000 personnes qui fonctionnent toujours comme à l'origine. Alors, l'agilité... Le fameux... Alors, donc, parce qu'il y a des préceptes de Jeff Bezos en matière de ressources humaines. Je ne sais pas si vous êtes obligé de les apprendre par cœur. Le principe de l'entreprise, c'est de rester dans l'esprit du premier jour. It's still day one, ce qu'on dit en anglais, ce qui est martelé, ce qui est écrit d'ailleurs sur nos bâtiments. Il y a même un bâtiment à Seattle qui s'appelle Day One, dans lequel Jeff Bezos a toujours souhaité être installé et avoir son bureau. L'enjeu, c'est d'accompagner la croissance de l'entreprise tout en gardant l'agilité et l'esprit pionnier du premier jour. Donc, challenge extrêmement intéressant, et je pourrais vous citer des exemples de comment on arrive à... Mais je veux, on est là pour ça, allez-y. You are welcome, Anne-Marie. Voilà. Allons-y. Franchiser maintenant un petit peu le débat. Mais effectivement, cet enjeu intéressant qui est d'être une très grande entreprise à l'échelle du monde, en forte croissance, comment est-ce qu'on garde l'agilité du premier jour? 2 exemples pour ça. Le premier, c'est qu'Amazon, dans son ADN, est une entreprise qui se remet continuellement en question et qui revoit régulièrement son modèle d'organisation. Et ce que nous avons fait pour rester au plus près de nos clients, pour faire en sorte que les leaders soient au plus près de leurs équipes, c'est une organisation où chaque manager d'équipe a au minimum 6 personnes qui lui reportent en direct pour avoir une hiérarchie. Au maximum, vous voulez dire? Au minimum 6 personnes en direct. Je suis manager d'une équipe de managers. J'ai au minimum 6 personnes qui me reportent en direct, de façon à ce qu'on ait une hiérarchie la plus plate possible, la moins verticalisée, la moins hiérarchisée, ce qui nous permet de prendre des décisions rapidement. Et ça, nous l'avons fait à un moment où l'organisation se porte bien. C'est d'ailleurs plus facile de le faire quand une entreprise se porte bien plutôt que quand elle commence à connaître des difficultés. Et nous l'avons fait pour garder l'agilité du premier jour. Et donc, c'est ce fameux Two Pizza Team qui est, là encore, un des préceptes... C'est effectivement un autre exemple. Ce que je voudrais juste dire pour donner espoir à toutes les autres entreprises du monde, c'est qu'Amazon a fait cette transformation en 6 mois. Et si Amazon... Mais comment ça, en 6 mois? Vous me dites c'est Day One, donc ils ont fait cette transformation. C'est une en un sorte... jour Mais non, mais c'est une sorte de transformation permanente, en fait. Ça a toujours été plus ou moins comme ça. La transformation où on s'est remis en question sur le nombre de strates hiérarchiques, de façon à pouvoir prendre des décisions rapidement pour nos clients et d'être plus proche du terrain et des équipes, c'est une transformation qui a été faite à l'échelle du monde en 6 mois. Et quand j'explique ce modèle à d'autres sociétés, je leur dis, si Amazon l'a fait en 6 mois de temps, toute autre entreprise doit être capable de faire cette transformation aussi. J'aime bien votre... Et quoi, ça a été un moment dans l'histoire d'Amazon où, alors Bezos, j'imagine, a dit... Ça va plus, on est en train de devenir une entreprise normale. Mais c'est pas que Bezos. Vous savez, la voix des salariés, elle est importante. On a un système d'enquête avec une question par jour posée aux salariés. On n'a pas un système avec une batterie de questions. Tous les ans, c'est un cycle trop long pour nous. Et en fait, les salariés commençaient à nous dire qu'ils portaient certaines inquiétudes sur peut-être certains éléments de bureaucratie qu'ils voyaient arriver dans leur quotidien. Et donc, cet élément finalement de feedback presque instantané a été révélateur aussi pour l'équipe de direction d'Amazon qui s'est dit il faut qu'on repense notre modèle organisationnel pour aller dans le sens de la simplification et pour rester dans cette agilité du projet. Anne-Marie, la question par jour, c'est toujours la même. Comment est-ce que vous définissez la question que vous allez poser tous les jours à vos salariés? Alors, vous êtes certainement familier des grosses enquêtes annuelles des salariés avec ces batteries de questions sur son job, son manager, la culture de l'entreprise. Pour nous, c'est un cycle trop long, 1 an, parce qu'en fait, le temps de dépouiller les résultats, le temps de constituer des groupes de travail, le temps de prendre des décisions, le cycle est déjà terminé et vous recommencez. Il y a une autre problématique à ça, c'est qu'en fait, ça met chaque collaborateur dans l'attente que l'entreprise fasse pour elle. Et nous, on a une valeur qui s'appelle l'ownership,
l'ownership, on donne la capacité à chacun de s'emparer des sujets et d'amener eux-mêmes des solutions. Donc le système, c'est une question par jour qui n'est pas la même que celle d'hier, qui ne sera pas la même que celle de demain, sur la culture de l'entreprise, sur la satisfaction sur votre job, sur vos conditions de travail. C'est vous qui la définissez. C'est vous, Anne-Marie. Elles sont définies au niveau central par l'équipe qui gère ce projet. C'est un outil qui s'appelle Connection. Et c'est les mêmes partout dans le monde. Ça varie en fonction de si vous êtes en entrepôt ou si vous êtes dans l'activité e-commerce pour avoir des questions les plus pertinentes possibles. Et le manager, moi qui suis aussi manager d'équipe, j'ai mes résultats le lendemain, de manière complètement anonyme, avec un minimum de répondants pour garder cet anonymat. Et moi, ça me permet de déceler s'il y a des choses que moi je peux faire aux bornes de mes équipes, sans attendre qu'un comité de direction ou que Seattle décide d'un plan d'action pour moi. Donc ça me donne de l'ownership sur comment je peux au mieux accompagner mes équipes dans leur quotidien. Two Pizza Team, donc ça c'est les alvéoles. Donc s'il vous faut plus de 2 pizzas pour nourrir l'équipe, c'est que l'équipe est trop importante. L'équipe est trop grosse. Voilà. Alors ça c'est la deuxième chose qui nous permet d'être aussi agile malgré la taille de l'entreprise. Alors chez Amazon, le management n'est plus que hiérarchique. Il l'est d'ailleurs de moins en moins. Il est de plus en plus fonctionnel et par influence. Un exemple, patron de la France, Frédéric Duval, au comité de direction, nous sommes une quinzaine de collaborateurs, 50% de femmes d'ailleurs, au comité de direction. Et il y a sur ce comité de direction une quinzaine de personnes, un tiers des personnes qui lui reportent directement. Les autres reportent à des chaînes hiérarchiques qui sont indépendantes de lui. Pour autant, il est responsable de son PNL. Pour autant, il est responsable du réglementaire, de la marque Amazon sur le marché, de la satisfaction du client, etc. Et en fait, pourquoi est-ce que ça fonctionne bien ? Parce que ce management n'est plus hiérarchique, il est fonctionnel. On travaille dans de petites équipes qui, effectivement, en théorie, pourraient être nourries par 2 pizzas. On travaille de manière fonctionnelle, internationale bien souvent, et par projet. Le fait d'avoir des petites équipes qui travaillent dans un but commun. Je vous cite un autre exemple qui est propre à Amazon. Les équipes qui travaillent sur un projet, on va leur demander de rédiger un communiqué de presse, qui va pas être un communiqué de presse qu'on va envoyer à la presse, mais qui va être un communiqué de presse interne, mais qui dans le schéma mental, c'est ça qui est intéressant, les met en situation de réfléchir à ce que sera le produit fini, quelle valeur ça va apporter sur le marché, en quoi ce sera différenciant pour le client, quel problème on cherche à résoudre. Et à partir de cette vision finale, on rétropédale pour définir les étapes intermédiaires, les équipes projets, les budgets. Ouais. Le fait d'avoir des petites équipes qui travaillent dans un but commun nous donne l'agilité pour apporter des idées, pour prendre des décisions et dans l'exécution. Et Philippe, je te donne la parole parce que j'ai mis du temps à comprendre, mais ça y est, j'ai compris. Au début, là, rapporter au minimum 6 personnes. En fait, c'est ça. Il a 6 personnes, on va dire, au moins, sous sa chaîne. Il faut qu'il y en ait, en fait, un maximum pour l'obliger, lui, à avoir un management le plus light possible. Oui. Voilà, c'est ça. Le plus proche de ses équipes. Parce que si vous avez un manager. Faire confiance au maximum, en fait. Un manager qui gère 3 personnes, qui en gère 2, qui en gère 5, le temps que vous preniez des décisions, vous êtes très lent. Et celui qui est tout en haut voit pas ce qui se passe sur la frontière. Philippe. Non, mais tout ça résonne parfaitement. Hein. Ça, tout à l'heure, je parlais un peu des HR trends. Ça résonne parfaitement sur la priorité des dirigeants, sur le fait que aujourd'hui, ils veulent des organisations qui soient agiles. Et pour qu'elles soient agiles, il faut pas qu'il y ait une chaîne de remontée de l'information qui soit trop longue. Sur les enquêtes, nous, c'est un des points qu'on avait soulevé déjà il y a 5 ans ou 6 ans de ça, en disant... Parle-moi de l'armée romaine. Ah, l'armée romaine. Parle-moi de l'armée romaine. En fait, quand on travaille sur les modèles organisationnels, effectivement, un des premiers modèles organisationnels, c'est celui de l'armée romaine. C'est lui qui a défini la structure avec, effectivement, des échelles à 10. À chaque fois, on est... c'est ça. Voilà, 10. C'est très descendant. Mais ça avait un énorme avantage, c'est qu'effectivement, ça structurait entre la décision marquante du leader et la mise en œuvre, ça avançait. Mais ce que tu me dis, c'est que de moins 50 avant Jésus-Christ jusqu'à la création d'Amazon, en gros, on va le dire comme ça, l'entreprise est restée bâtie sur le modèle de l'armée romaine. Pendant au moins le milieu du XXe siècle. Ouais, oui, voilà, tout à fait. On est resté sur ces mêmes modèles. Et puis on a commencé à se dire, bon, il faut peut-être pas forcément il faut commencer à dire qu'on n'a pas forcément un chef tout puissant. On commence à créer des domaines fonctionnels. Ensuite, on a créé du matriciel, c'est-à-dire du géographie qui croisait la fonction. Et ensuite, depuis maintenant 3-4 ans, on voit émerger ce qu'on appelle les réseaux d'équipes. C'est ça.
qui sont au plus proche du terrain. Pourquoi aussi? Parce que, et la crise en est un bon révélateur, on a des besoins de s'adapter de manière beaucoup plus rapide. Et le processus de décision qui vient juste du haut, qui descend tout en bas, outre le fait que ça déresponsabilise et ça désengage le collaborateur, ça a un effet aussi d'efficacité. Anne-Marie, vous avez eu, alors vous l'avez pas eu, je l'interprète d'ailleurs la phrase, mais elle m'intéresse beaucoup, c'est l'autre point qui m'intéresse, réparer les insuffisances du marché de l'emploi. Un peu d'ailleurs comme McDonald's, autre multinationale assez régulièrement challengée, vous avez et vous tenez énormément et vous êtes obligé en fait de faire de véritables parcours de carrière au sein d'Amazon. Oui, alors il n'y a pas de parcours fléché, mais le mandat, moi, qui m'a été donné quand j'ai rejoint Amazon il y a quelques années, c'était de venir développer les collaborateurs à la même vitesse que va l'entreprise. Ce qui est aussi un rôle d'équilibriste, parce que il faut aller vite et en même temps, il ne faut pas non plus faire des excès de vitesse, parce qu'en termes de gestion de carrière, ça n'a pas de sens. Mais Amazon, c'est une entreprise qui favorise l'égalité des chances. Vous pouvez rentrer chez Amazon sans aucun diplôme. Aucun. Vous pouvez rentrer diplômé de grande école ou d'université, vous pouvez ou sans expérience, vous pouvez rentrer avec de l'expérience professionnelle, vous pouvez rentrer en dernière partie de carrière. Et puis vous pouvez rentrer à la logistique, préparateur de commandes, vous pouvez ensuite gérer une équipe, passer à la qualité, à l'informatique, au e-commerce, au cloud, à la régie publicitaire. Il n'y a pas de parcours fléché. Chez Amazon, il y a presque autant de parcours que d'Amazoniens. Mais c'est au moment du recrutement que vous commencez à planter les graines qui donneront derrière ces parcours de carrière exceptionnels? Absolument. Alors comment effectivement on donne la chance à chacun? Pour moi, il y a 3 mécanismes. Le premier, c'est effectivement au moment du recrutement. Dans notre esprit, on ne recrute pas pour un poste, on recrute pour Amazon. Et on recrute avant tout parce qu'il y a une adéquation culturelle avec l'entreprise. Donc, on va regarder évidemment le CV, le pédigré sur certaines fonctions. Mais alors Anne-Marie, très franchement, c'est la culture qui va faire la différence. Ouais, mais le gars qui a besoin d'un boulot dans des zones en plus où vous installez des entrepôts, où parfois justement il n'y a pas de boulot, franchement, c'est pas parce qu'il va être en accord avec la culture d'Amazon, il la connaît même pas d'ailleurs, qu'il va essayer de rentrer dans la... Non, je sous-estimerai pas l'importance de l'adéquation culturelle, quels que soient les profils. Et je vais vous citer un exemple vivant, qui est quelqu'un qui, comme vous le dites, était dans un bassin d'emploi compliqué. C'est à Amiens, lorsqu'on a créé le site, on a créé 700 emplois à Amiens lorsqu'on a ouvert. Et vous avez un collaborateur qui est rentré chez nous pour des raisons alimentaires, il a pris un poste de préparation de commandes parce que le marché de l'emploi ne lui donnait pas l'opportunité de réaliser son rêve, qui était de mettre en avant ses compétences informatiques. Il est aujourd'hui responsable de toute la partie sécurité d'un site de 600 personnes. Donc il a réalisé ce qu'aucune autre... Ok, mais vous avez toléré au départ qu'il ne rentre que pour un motif alimentaire, comme vous l'avez dit vous-même. Oui, mais chacun a sa chance, puisqu'on sait que les parcours sont évolutifs. Vous pouvez rentrer à un endroit, je vais vous citer un autre exemple. Une jeune fille qui est rentrée il y a plus de dizaine d'années au service client et qui prenait les appels clients parce qu'elle était passionnée par le souci client d'Amazon, elle avait envie de faire ça. Cette personne qui était au plus bas de l'échelle, elle est aujourd'hui responsable du service client de la France. Mais alors, parce que toutes les entreprises peuvent avoir comme ça des exemples exceptionnels, vous m'avez dit, en gros, c'est la moitié... Je peux vous en citer plus. Non, mais non, est-ce que vous êtes 1 300 000 donc on n'y arrivera pas. Mais non, le chiffre important, c'est que la moitié des postes que vous ouvrez au recrutement, tout poste confondu, sont pourvus en interne. C'est ça, hein? Alors, premier pilier, c'est effectivement l'adéquation culturelle avec l'entreprise. Si on vous voit évoluer chez Amazon, vous avez les chances de rentrer chez nous. Deuxième mécanisme, c'est qu'on va s'appuyer sur les forces des collaborateurs. Au moment des évaluations annuelles, bien souvent, dans les entreprises, on va regarder ce qui peut être amélioré. Pour nous, ça ne nous convient pas parce qu'en fait, ça ramène les collaborateurs à une sorte de moyenne. Donc, on va capitaliser au contraire sur les forces. Ce collaborateur qui avait une compétence en informatique, on va se focaliser sur ce que les gens peuvent faire et donner de mieux pour les développer. Et ensuite, effectivement, pas de parcours fléché, autant de parcours que d'Amazoniens. 50% des postes sont pourvus par la mobilité interne et on a des cycles de promotion qui sont trimestriels. Juste Philippe, il nous reste quelques secondes, mais j'ai l'impression que ça, c'est un élément qu'on va retrouver durant toute cette journée de Future of HR. L'entreprise a besoin absolument d'aller
chercher la totalité des compétences dont elle dispose et que parfois elle ne connaît pas. Oui, tout à fait. Et de réfléchir sur le potentiel. Donc, ça résonne sur plein de sujets. D'abord, l'entreprise reconnaît aujourd'hui qu'elle connaît sans doute moins bien les compétences que ses collaborateurs. Donc, elle est beaucoup plus à leur dire, en autonomie, montrer les compétences que vous avez et effectivement s'appuyer sur les points forts ou les envies des collaborateurs pour les faire avancer. Et puis, toutes les entreprises sont conscientes, en tout cas, plus de la moitié d'entre elles nous disent, moi, j'estime que la moitié voire la totalité de mes collaborateurs vont devoir changer de compétences dans les 3 prochaines années. Donc ils savent qu'il y a un changement radical. Amazon est un excellent exemple sur tous les enjeux d'automatisation, de transformation du travail, d'utilisation aussi d'intelligence artificielle sur plein de sujets, et de la combinaison homme-machine. On pourra en parler un petit peu. Si je peux me permettre, on va même au-delà de l'entreprise. On est au bout, Anne-Marie. On est au bout. Mais oui, c'était absolument passionnant. Mais c'est ça aussi, il faut se mettre en tension à un moment, voilà, pour aller au bout du truc. Et puis je tiens absolument, pour enchaîner, à citer Philippe Burger, le DRH doit se saisir du chiffre. Il a été capté, volé par le directeur financier. Il est temps que ça cesse. Vous allez voir ça. On va en parler maintenant. On repart. Ils sont d'une indiscipline. C'est invraisemblable. Philippe, donc, qui continue à m'accompagner avec Frédéric J. Avarini. Exactement. Voilà. Bonjour Stéphane. Nature et Découverte, on a appelé ça, donc, directrice générale de Nature et Découverte, on a appelé ça de DRH à DG, parce qu'on va en reparler. Donc, c'est la fameuse phrase que j'ai citée de Philippe tout à l'heure. Le DRH doit se saisir du chiffre. Il a été capté, préempté, pris en otage par le directeur financier. Il est temps que ça cesse. Voilà. Je vais me faire plein d'amis. Donc, d'abord, Frédéric, présentation. Je vais vite. Début dans le conseil en stratégie, jusqu'à la direction de la stratégie et des affaires publiques de la Fnac, c'est ça, hein? Et en 2014, vous devenez DRH de la Fnac, premier virage dont on va parler, puis de l'ensemble Fnac Darty, et puis donc la direction générale maintenant de Nature et Découverte au moment du rachat de l'entreprise par après Fnac. le rachat de l'entreprise. 2 ans après le rachat de l'entreprise. 2 ans après le rachat de l'entreprise par Fnac Darty, parce qu'il y a parce qu'il y a eu une première, j'imagine, opération de fusion menée par le fondateur de Nature. Il n'y a pas de fusion avec Nature et Découverte. Nature et Découverte reste une filiale relativement indépendante au sein du groupe. Elle a son propre siège, ses propres fonctions, notamment RH, financière, commerciale. Et elle n'est pas intégrée comme l'a été Darty au sein du groupe. Bon, mais alors ça veut dire qu'on commence par la fin, parce que c'est pour ça qu'il y avait besoin d'une DRH à la tête d'une telle. Alors, je sais pas quel terme on peut employer, quoi. On peut quand même employer le terme de filiale. C'est quand même une filiale. C'est une filiale, voilà. C'est une marque différente qui a ses propres activités, qui ne fait pas exactement le même métier. Avec une culture d'entreprise très forte. Très forte, basée sur des engagements historiques en faveur de la diversité et de l'éducation à la nature. Et est-ce que le DRH là-dessus est comptable de cette culture d'entreprise et qu'il y avait besoin de cette culture DRH pour diriger Nature et Découverte au sein de l'ensemble Fnac Darty? Alors c'est un résumé probablement, mais je pense qu'avoir une expérience de DRH et une sensibilité de DRH donner probablement des armes pour être compatible avec la culture de Nature et Découverte. Nature et Découverte, vous l'avez dit, c'est une entreprise qui a une culture extrêmement forte, qui est très axée sur l'humain, très axée sur les engagements, et dans lequel le sens au travail, le sens du rôle de l'entreprise vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ses clients, est essentiel. Et pour incarner cette entreprise, il fallait un leader qui soit en mesure de donner de la vision et de créer les conditions pour que le collectif de travail s'épanouisse. Ouais. Et je pense que les DRH ont un certain nombre d'atouts pour faire cela. Alors, mais revenons au départ. Donc, quand je vous présentais, c'est-à-dire, vous dites donner une vision, sans doute on voit aussi le mindset stratégie. Vous m'avez dit, parce qu'il y a quand même une bascule de l'opérationnel aux ressources humaines dans votre carrière, et vous m'avez dit c'est pour avoir de l'impact. Ouais, moi je dirais les choses un peu différemment. Ah bah ouais, allez-y. Quand j'étais directrice de la stratégie, ce qui me manquait, c'était l'opérationnel. Directrice de la stratégie, c'est un job honnêtement hyper intéressant. Vous êtes aux côtés du patron, vous êtes au courant de tous les sujets stratégiques de l'entreprise, vous discutez partenariat, vous construisez les projets. Pour autant, c'est pas vous qui êtes en charge de leur mise en œuvre opérationnelle. Et quand vous êtes dans le retail, c'est cette action, cette capacité à rendre opérationnel les sujets qui fait la différence. Ouais. Et qui est-ce qui fait ça ?
c'est le DRH, parce que le retail, c'est une activité, on va dire people intensive, si je puis me permettre. Non, mais bien sûr. En particulier le retail traditionnel. Et donc, c'est quand on arrive à transmettre aux hommes les projets qu'ils deviennent opérationnels. Donc, le DRH, il a le rôle de présenter le projet aux partenaires sociaux. Il doit évidemment respecter une procédure légale, donc c'est un impératif catégorique pour que le projet soit déployé, mais il doit aussi donner le sens, prévoir la formation, mettre en place les plans d'action de conduite du changement, prendre la température, s'assurer que tout est bien compris. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui rend le projet réel dans l'entreprise. Donc c'est ça qui est opérationnel. Et si je prends quelques exemples, et notamment un dont on reparle depuis ces jours-ci, parce qu'il est question de dérogation sur le travail de dimanche. Cet exemple est un peu daté côté Fnac, mais c'est ultra intéressant de voir combien ça a changé la donne. Comme vous le savez, le retail traditionnel a été challengé assez fortement par l'émergence du web, et le web qui concurrençait, le web qui n'a pas de jour de travail, le web qui concurrençait. On se souvient d'Alexandre Bompard à l'époque où il dirigeait la Fnac. Exactement. Je crois qu'on y avait droit toutes les semaines. Aujourd'hui, on est dimanche, la Fnac est fermée, Amazon est ouvert. Et pour cause. Et donc, j'ai eu la charge de négocier l'accord sur le travail le dimanche. L'objectif, c'était évidemment de permettre à nos magasins d'exercer leurs activités dans les meilleures conditions possibles et de répondre aux attentes des clients, parce qu'il y avait une réelle attente des clients de pouvoir faire du commerce le dimanche. Et donc, travail du dimanche. Et donc, travail le dimanche, c'était essentiel pour que la Fnac puisse lutter contre ses concurrents, notamment le web, mais pas seulement, puisque de plus en plus de commerces ouvraient le dimanche. Nous avions des partenaires sociaux qui étaient radicalement opposés à l'ouverture le dimanche, des salariés qui savaient pas bien si c'était pertinent ou pas, ils se disaient que ça allait probablement affecter leur vie privée. Évidemment, mais c'était c'est le cas. Et donc, quand vous êtes DRH, il faut aller à la négociation en apportant des solutions pour permettre au business de se développer, mais pour répondre aux problématiques des individus que sont les salariés. Et à la fois pour répondre aux attentes des partenaires sociaux qui, je vous dis, avaient dans certains cas des positions un petit peu dogmatiques. Et donc, on a construit un accord ultra équilibré, basé sur le volontariat, avec des compensations financières pour les salariés, qui tenait compte également de l'impact du travail le dimanche sur l'organisation de leur vie familiale. Et à la fin, on a eu un impact à la fois sur le business, puisqu'on a permis au business de se développer, sur les salariés, puisqu'on a permis à ceux qui le souhaitaient d'aller gagner plus d'argent, mais également de le faire dans des conditions qui soient acceptables. Et on a apporté des réponses aux partenaires sociaux. Alors Frédéric, c'est ça pour moi avoir de l'impact. Et c'est super bon exemple, ce qui nous amène aux partenaires sociaux. Ouais. Plus personne n'en parle. Si, on en parle beaucoup. Non, je veux dire, dans le discours public, quand on parle des RH, quand on parle du post-Covid, ils ont disparu. Non, ils n'ont pas disparu. Je crois qu'on les a rarement autant vus que pendant le Covid. Nous, à titre d'exemple, au sein du groupe Fnac Darty, on ne les a jamais autant réunis que pendant le Covid. Oui, parce qu'en plus, culture d'entreprise très très forte et partenaires sociaux très très forts. Et justement, tu racontes. Mais ils gardent toute leur place dans l'entreprise post-Covid. Ils gardent complètement toute leur place dans l'entreprise post-Covid. Évidemment, les employeurs ont mis en place des outils de mesure de l'engagement des salariés. On développe les projets dans lesquels on demande aux salariés de co-construire, de co-designer des organisations, et ça fait partie de la conduite du changement. C'est des éléments évidemment clés pour assurer le succès des projets. Chez Fnac Darty, on a déployé un outil qui s'appelle Supermood et qui tous les mois va demander aux salariés s'ils seraient prêts à recommander l'entreprise à l'extérieur. On pose également des questions sur la qualité de vie au travail, la compréhension de la stratégie, etc., etc. Donc l'employeur est en prise directe avec les salariés. Pour autant, on l'a décrit, et c'est vrai aussi chez Fnac Darty, Nature et Déco, Alexa, j'imagine, les petites équipes, les alvéoles, etc., et la façon dont aujourd'hui on travaille tous de plus en plus en petites équipes. Elle est où la place des partenaires sociaux ? Alors, ce que vous dites, c'est que les partenaires sociaux doivent s'adapter à de nouvelles organisations du travail. Ça, c'est une certitude. Ils sont pas en prise de la même façon avec les salariés comme ils l'ont été par le passé, encore que dans les organisations sur le terrain, dans les magasins, dans les usines, c'est un peu différent. On a tendance à raccourcir un peu le sujet en se projetant uniquement en télétravail. Pour autant, les partenaires sociaux, d'abord la loi leur accorde une importance qu'elle ne leur a jamais accordée par le passé. La loi El Khomri, puis les ordonnances Macron ont renforcé le rôle des partenaires sociaux, le rôle de la négociation collective dans l'entreprise pour créer les conditions de développement des entreprises. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc ils sont à ce titre-là incontournables. Et on a besoin d'eux parce que ces sujets-là, ces sujets de transformation des entreprises, d'organisation du travail, ils requièrent des compétences, une expertise, et on peut pas les demander aux salariés en direct de définir les conditions de la transformation
transformation. C'est ça. Et donc oui, on a besoin des partenaires sociaux. On a besoin de partenaires sociaux, par contre, qui soient constructifs. On a besoin de partenaires sociaux qui soient formés, qui soient professionnels, qui soient pas assis sur des positions dogmatiques. Et ça requiert du travail. Et toi, ça requiert de l'investissement. Et c'est passionnant. De DRH à directrice générale, Ouais. de ce que j'entends de ton discours, c'est mais moi je suis même prêt à les soutenir, je suis même prêt à les aider, j'en ai besoin. En tout cas, je suis convaincue que ce sont des partenaires de l'entreprise. C'est une partie prenante de l'entreprise à part entière. Et on ne peut pas faire sans eux. Dès lors qu'on ne peut pas faire sans eux, il faut les considérer. Ils ont besoin de considération. Quand vous les considérez, ça change déjà un peu tout dans la relation avec l'employeur. Je vais te dire, le seul que j'ai entendu parler des partenaires sociaux récemment, c'est Joe Biden en fait. C'est le vieux président des États-Unis, grandi dans la croissance des années 70. Il nous a fait quelques surprises. Oui, mais qui dit à tous les salariés, vous êtes gentils là, mais c'est voilà, le collectif à un moment, c'est le seul qui soit capable de faire avancer toute l'entreprise. Pendant le Covid, je vous le disais, au sein du groupe, on n'a jamais autant consulté les partenaires sociaux parce qu'on avait des obligations de le faire, mais aussi parce qu'on souhaitait le faire. Et c'est parce qu'on a réussi à le faire qu'on a maintenu les conditions, la continuité de l'activité, notamment dans les entrepôts au moment où ils avaient un rôle clé, puisque tous les magasins étaient fermés et seule l'activité sur le web était possible. Et on n'a eu aucun problème de continuité de l'activité et on a permis au web de se développer. Les corps intermédiaires sont essentiels dans le mode de fonctionnement d'une organisation, avec la réglementation française, mais pas seulement. Je pense que c'est important, c'est que on a un sujet qui est on a une société qui devient de plus en plus individualiste et chacun souhaite exprimer ses attentes. Et les outils le permettent. Voilà, et les outils le permettent. Mais par définition, on va pas faire 100% de satisfait. Donc il faut quelque part qu'il y ait quelqu'un avec qui on puisse négocier. Je vais pas rentrer dans de la politique, mais la crise des Gilets jaunes était une parfaite illustration de quand j'ai personne avec qui négocier, je suis en situation de blocage. T'as raison. Donc très bon exemple. Voilà. Ceux qui veulent disrupter les partenaires sociaux doivent réfléchir à ça. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et les entreprises qui fonctionnent bien sont les entreprises aussi qui forment et qui développent leurs partenaires sociaux. Pourquoi ? Parce que ils sont les premiers, notamment dans la grande distribution. Comprendre les grands enjeux des transformations de l'industrie est un des moyens de s'y préparer. Ils sont en attente là-dessus. L'objectivation de la performance. Parce que, oui. En fait, c'est une réflexion très intéressante de Philippe, parce que tu es là, de DRH à directeur ou directrice générale, il n'y a pas beaucoup d'exemples, en fait. Et Philippe a une théorie là-dessus. Et c'est parce qu'ils n'arrivent pas à objectiver leur performance, les DRH. Exactement. Ça m'intéresse beaucoup. Vas-y, Philippe. Ma conviction, c'est quoi ? C'est que les DRH, de manière générale, enfin, notre profession, a mis de côté le sujet des chiffres en disant on gère de l'humain, donc c'est pas des chiffres. Et du même coup, ce que le directeur financier, lui, a très bien fait, c'est qu'il a pris les chiffres, il a expliqué la performance. Donc, quelque part, je force le trait, je vais me faire plein d'ennemis dans les directeurs financiers, mais il s'est approprié, entre guillemets, la performance. La performance, puisqu'il vous l'explique. Voilà. Le DRH est tout aussi capable d'expliquer la performance. Il est capable d'expliquer, on va parler tout à l'heure de confiance, je crois. On parlera un peu de l'impact de la confiance sur la capitalisation. Si tu donnes des métriques comme ça, en expliquant que, voilà, si mon taux d'engagement s'améliore, j'ai tel impact sur le business. Si je forme mes collaborateurs, j'ai tel impact sur les ventes. Si je les responsabilise, j'ai tel impact sur les SG&A, les frais généraux, merci. Voilà. Directrice générale. Hein. Ouais, vous voyez la différence. Là, ça se voit. Là. L'impact. Voilà. Et donc, à chaque fois que tu mesures ça, c'est le moyen d'asseoir ta position autour de la table et d'affirmer davantage ton impact stratégique dans l'organisation. Donc il faut qu'ils le fassent. Et il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils objectivent, il faut qu'ils saisissent le chiffre, comme tu le dis. Exactement. Et après, moi, ce que je leur dis aussi, c'est je leur dis, sentez-vous à l'aise, tous les chiffres sont faux. D'accord ? Tous les chiffres sont faux. Les chiffres d'inflation sont faux. Avec ça. Les chiffres le meilleur exemple, c'est quand tu avais les taux de chômage publiés par l'INSEE, l'UNEDIC, t'en avais un qui montait, l'autre qui descendait, personne n'arrivait à expliquer pourquoi. En fait, c'est simplement comment tu le mesures. Tous les chiffres sont faux. L'important, c'est qu'ils soient faux de manière cohérente. Voilà. Je prends sur moi pour tolérer cette attaque profonde à la science statistique que personnellement je vénère. C'est la phrase de Churchill, hein. Oui, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même trafiquées. Bon, Frédéric. Qu'est-ce que j'en pense ? Ouais. Alors, je suis partiellement d'accord avec lui. Ce que je pense, c'est que globalement, ce qu'on attend d'un leader et d'un DG en particulier a beaucoup évolué au cours des dernières années et en particulier pendant la crise du Covid. Sans vouloir, enfin, en caricaturant un peu comme Philippe l'a fait, je pense qu'il y a quelque temps, on attendait du DG qui sorte des profits. Et basta. Et en tout cas, c'est là-dessus qu'on se focalisait, les attentes des actionnaires, et puis c'est tout. Et on le racontait de cette manière-là, et je pense que ça fait 30 ans que c'est un peu ça qui a dominé. Ça a évolué bien avant le Covid.
parce que on est dans un contexte qui est de plus en plus complexe et de plus en plus incertain, et ce qu'on attend des leaders a profondément changé. On n'attend plus d'un patron qui se concentre uniquement sur les profits, même si évidemment faire des profits c'est impératif parce que c'est assurer la pérennité de l'entreprise à long terme. Donc c'est juste pas une option. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on attend du patron qu'il donne la vision et qu'il crée les conditions pour que l'entreprise soit performante. Et ça, c'est un peu différent, c'est beaucoup plus holistique dans ce qu'on attend du patron. On attend des compétences de nature différente. Et l'humain là-dedans est clé parce qu'au fond, une entreprise, c'est quoi? C'est un collectif d'hommes et de femmes. Et donc, je pense que la capacité à se connecter à eux est un élément clé de la performance de l'entreprise. Pour autant, il y a une part de ce que dit Philippe avec laquelle je suis d'accord. Je pense que les DRH, ils sont complexés par rapport à ça. Parce que les DAF ont été tout puissants. C'est vrai, on les oppose, c'est un peu caricatural, mais c'est une part de vérité. Et ils sont complexés, donc ils osent pas. Donc effectivement, ils ne formulent pas, ils ne rationalisent pas leur performance ou leur rapport à la performance de l'entreprise et celle de leurs équipes. Ils le marketent pas. Et ça, ils ont un enjeu incroyable à franchir des étapes, à faire du marketing des RH, parce qu'ils ont un rôle vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis de la performance de l'entreprise dans sa globalité. Et je pense qu'il faut qu'ils comme n'importe qui d'autre, qu'ils vendent leur performance. Et dans le point très positif, c'est que je pense que là, il y a une génération de DRH qui a émergé au cours des dernières années qui est exactement là-dessus. Où on quantifie la métrique, la performance, l'impact. Par ailleurs, les DRH, ils sont à la tête d'un nombre de data qui est absolument incroyable. La masse salariale, les coûts des employés, c'est en général le premier coût de l'entreprise, en tout cas dans le retail. Tout à fait. Et donc, ils ont beaucoup de choses à dire. Donc, DRH, prenez le pouvoir. Il est temps. Donc, DRH, montrez, osez affirmer la contribution, la valeur que vous apportez à l'entreprise. Et on voit quand même de plus en plus de DG s'équiper sur deux jambes, de manière plus équilibrée que par le passé, vous allez voir. avec un DAF et un DRH qui murmure à leur oreille. Vous allez voir, c'est absolument parfait, parce qu'on va voir celle qui est, je pense aujourd'hui, la patronne la plus puissante de France, qui dit exactement ça. Et c'est à venir tout de suite. Oui, on repart parce que donc avec Fabienne Dulac, Fabienne, je disais il y a quelques instants, je vais vous présenter évidemment, mais en fait je disais il y a quelques instants, il y a une seconde, que en fait la directrice générale de Nature et Découverte tenait le discours sur lequel vous allez commencer et sur lequel on va démarrer. D'abord, quelques mots, je le dis rapidement, mais j'ai fait le calcul en fait, Fabienne. Donc Orange France, c'est 17-18 milliards d'euros de chiffre d'affaires à peu près, c'est ça, voilà, à peu près. Je crois pas qu'il y ait aujourd'hui, on le regrette tous, mais je crois pas qu'il y ait aujourd'hui en France une femme. Alors, on verra à la tête d'Engie ce qui se passe, la façon dont tout ça va s'installer, mais enfin, il n'y a pas aujourd'hui en France une femme qui gère une boîte, parce qu'en plus Orange France a une forte autonomie, on peut le dire d'un mot, au sein de l'ensemble Orange, une boîte de 18 milliards d'euros, voilà. Donc, ravi de vous recevoir à cette, merci. Voilà, à ce titre. Elle nous disait, il y a le DRH et le directeur financier. Vous dites, vous aussi, Fabienne, que ce sont les deux jambes sur lesquelles vous dirigez Orange France. Dites-moi plus. Oui, effectivement. J'ai toujours eu la conviction qu'en tant que dirigeant, il y avait au final deux sparring partners, j'aime bien ce terme-là, particuliers et privilégiés pour le directeur général, quel qu'il soit et quelles que soient ses fonctions, en tout cas celle d'un dirigeant. Le DRH et le directeur financier. Pourquoi ? Parce ils sont tous les deux la réconciliation des enjeux de tension et d'équilibre qu'il faut en permanence maîtriser quand on est dirigeant. Avec deux enjeux. Un directeur financier doit apprendre à avoir une approche humaine de ses chiffres, parce que derrière les chiffres, derrière les milliards de chiffres d'affaires, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des activités tous les jours. Et ça, il faut qu'il y ait une composante humaine. Et de l'autre côté, le DRH doit avoir un enjeu économique dans sa gestion humaine. Ce qui n'empêche pas le DRH de rester, pour moi, la vigie de l'entreprise, celui qui entend le pouls de l'entreprise, qui est capable d'alerter quand il y a des dysfonctionnements, quand on perd une culture d'entreprise, quand on perd l'humanité, qui doit être celle aussi d'une entreprise. Et c'est ces deux tensions en permanence que moi je regarde et avec qui je travaille de façon privilégiée pour être sûr d'être sur ma ligne de crête sans tomber à droite ni à gauche. Un mot là-dessus, Philippe, un commentaire, parce que mais je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec la discussion qu'on avait, qui était de dire le directeur financier s'est approprié le chiffre et donc approprié la performance.
Et il est temps que le DRH objective davantage, et par des chiffres, son rôle et sa performance, et son poids dans la performance de l'entreprise. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais pour moi, en tout cas, chez Orange, ça, c'est une dynamique qu'on a intégrée il y a quelques années, notamment issue d'une crise sociale qu'on a connue, qui nous a amené à repositionner les fonctions et à repositionner cet équilibre. Et d'ailleurs, pour preuve, aujourd'hui, parmi les directeurs d'unités opérationnelles, ceux qui sont à la tête des techniciens, de nos vendeurs, de nos services clients, et j'en suis très fière, il y a autant de DRH que parfois de directeurs financiers, que de directeurs opérationnels. On trouve cet équilibre-là, et si on voit ces carrières se croiser et au final évoluer, ça veut bien dire qu'au final, nous avons fait fonctionner les deux côtés du cerveau, qu'on soit directeur financier ou directeur RH, avec toutes ces composantes. Et c'est tout l'enjeu de la transformation, enfin c'est un des enjeux de transformation de l'entreprise. Oui. Et vous avez raison, Fabienne, Orange sait ce que ça coûte en termes de drame. L'un ou l'autre. Voilà. Ou d'oublier les deux. Enfin, oui, voilà. Ou en tout cas, de ne penser qu'aux chiffres. Exactement. Voilà. Et à la performance chiffrée et business. Et Orange a écrit d'ailleurs un réel contrat social à la sortie de l'ensemble de cette secousse, dans lequel il y avait en toutes lettres: l'entreprise doit garantir le bonheur de ses salariés. C'est un engagement que j'ai toujours trouvé ahurissant, Fabienne. Alors, c'était un engagement qui était clé à l'époque, de par ce que nous avions vécu, avec sans doute perçu par les salariés qui sont extrêmement engagés chez Orange. Nous sommes issus d'un opérateur historique avec une culture d'entreprise extrêmement forte, celle du collectif et de l'engagement. Et il y a presque eu à ce moment-là une sorte de sentiment de déni d'amour que les salariés pouvaient donner à leur entreprise en sacrifiant beaucoup de leur temps, de leur énergie, de leur engagement, et de ne pas avoir le sentiment que nous leur avions rendu. C'est ça, la crise, au final, sociale, qui peut aussi se résumer sous ces termes-là. Tout à fait. Et donc, expliquer que globalement, la notion de bonheur ou de, j'allais dire, bien-être des salariés, moi je préfère le terme de bien-être. Je sais, que la notion de bonheur, c'était le mot de bonheur qui était écrit. Elle a une conception d'ailleurs philosophique. Tout à fait, et complètement personnelle surtout. Exactement, et chacun définit son bonheur à l'aune de ses propres enjeux et de ses propres objectifs. Bien-être pour moi est important, et trouver cet équilibre effectivement entre nos enjeux de performance et le bien-être, ce qui n'est pas simple, il faut pas se leurrer, c'est pas non plus facile, c'est l'enjeu que l'on a tous les jours, avec aujourd'hui d'ailleurs dans la période que l'on vit, une redistribution des cartes fondamentales qui va re-questionner les entreprises. Et ça va être important. Alors, on va y aller. Vous avez 3-4 enjeux clés qu'on a définis ensemble. Le premier, quand même, faut en parler, c'est le télétravail. Et vous dites massivement, vous allez déployer le télétravail. Alors, le télétravail, c'est au final peut-être ce qui, à la sortie de cette crise sanitaire et sans doute économique, va sans doute le plus transformer les entreprises de demain. Parce que globalement, on voit bien 86% des Français, dans les dernières études que j'ai pu lire, annoncent qu'ils souhaitent pouvoir bénéficier de télétravail, ce qui est quand même une vraie révolution qui va obliger évidemment une évolution de l'organisation du travail, avec sans doute non pas une organisation du travail, mais des organisations du travail. C'est ça qui va être compliqué pour les entreprises, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans un cadre unique, parce que le télétravail ne va pas pouvoir s'appliquer à tout le monde, à toutes les activités de la même façon. Et il va obliger les entreprises à faire quoi? Là encore, à rééquilibrer et à trouver le point d'équilibre entre deux tensions, l'individu et le collectif. Le télétravail, c'est une décision individuelle poussée par le salarié dès lors que l'entreprise va le permettre. Individuel, ça veut dire j'ai envie, j'ai les conditions pour le faire ou pas, et puis en même temps, je trouve mon équilibre de vie personnelle dedans. Et néanmoins collectif, parce qu'au final, une équipe, c'est ce qui prédomine pour moi à la fin, en tenant compte de l'individuel. Mais le manager va avoir pour mission de trouver ce bon équilibre entre une équipe, les salariés est-il autonome, peut-il effectivement opérer ce télétravail jusqu'au bout, et est-ce que l'équipe va pouvoir fonctionner dans ce cadre-là? Donc c'est cette tension-là qu'on va devoir écrire. Tous les métiers ne sont pas éligibles, toutes les activités ne le sont pas, et je pense qu'on va être obligé d'aller à une granularité assez fine, parce que sur une même activité, une équipe va pouvoir l'être, une autre ne le sera pas. Et vous ne le serez pas non plus, excusez-moi, je finis, toujours apte au télétravail en fonction de votre profil et votre carrière. C'est pour ça que vous dites il va falloir faire preuve de courage managérial. Oui. Il va falloir apprendre à dire non. Il va falloir apprendre à dire non parce que lorsque vous prenez par exemple une fonction, le temps d'apprentissage, le temps du collectif va être clé. Lorsque vous avez de l'alternance massivement dans vos équipes, les jeunes ne vont pas venir pour être en télétravail et ne pas apprendre. Donc il va falloir qu'on trouve ce bon équilibre. Mais j'allais dire, moi je suis pas inquiète parce que d'abord chez Orange, on pratiquait déjà le télétravail depuis très longtemps. Nos premiers accords datent de 2009.
Et on a eu 3 séries d'accords avec nos partenaires sociaux. Et nous étions déjà entre 15 et 20% des salariés chez Orange France qui pratiquaient le télétravail. On a été les premiers même à tester du télémanagement dans les années 2011, notamment dans des petites villes un peu reculées où nous avions des équipes mais pas de managers. Donc voilà, toutes ces pratiques-là, nous les avons déjà testées. Elles prennent là un aspect beaucoup plus massif, donc ça va demander là encore une adaptation. Mais globalement, c'est là encore ce que doit faire une entreprise, c'est-à-dire réconcilier parfois des contraires, des enjeux individuels et des enjeux collectifs pour que, au final, on réconcilie, comme toujours, performance économique, mais aussi performance sociale. Donc c'est juste un autre challenge. C'est juste un autre terrain d'application de ce que font quand même les entreprises depuis assez longtemps. Mais et Philippe, je retiens ce que vous disiez. Faut surtout pas qu'une case remplace une autre. C'est-à-dire, faut pas que la case pas de télétravail ou la case télétravail remplace la case pas de télétravail. Ouais, la finesse, toujours. Depuis le début de cette plénière, on ne parle en fait que de individus, finesse, granularité, alvéole, etc. C'est la clé de l'entreprise. Et enjeu du collectif et de son mode de fonctionnement. Et effectivement, je rejoins tout à fait le point de Fabienne, c'est que non seulement il va falloir repenser ce qu'on propose, il va falloir aussi repenser le lieu physique, la façon dont on s'y retrouve et ce qu'on y fait. Et toute l'organisation même du travail, c'est la façon dont on gère ses journées, la façon dont on gère ses séquences de temps vont être repensées aussi. Ça donne énormément de transformation et ça rejoint sur le point du tout début. Moi, il y a une vraie question sur le sous-jacent du bien-être du collaborateur derrière ça. Et d'ailleurs, moi, je trouve très intéressant parce que lorsqu'on interroge les collaborateurs en France, là encore, c'est une étude nationale qui avait été publiée, je crois, par Malakoff, 86% des Français veulent accéder au télétravail et le premier écueil qu'ils mettent sur la table à plus de 40%, c'est le risque du collectif. Donc cette sensibilité, cette tension que nous on identifie, chacun l'a identifié. Donc ce qui est pas mal. Ce qui est extrêmement encourageant. Voilà, extrêmement vrai. Ce qui devrait. Je vais donner quelques chiffres que vous m'avez donnés, Fabienne, qui sont ébouriffants sur question de la fracture générationnelle, qui est un autre de vos sujets. Les effectifs d'Orange, donc d'Orange France, sont en plein bouleversement. Je parle sous votre contrôle. 75 000 personnes en 2015. Aujourd'hui, 50 000 personnes, avec 20 000 recrutements de jeunes. C'est-à-dire qu'il y a eu un brassage, en fait, de pratiquement 45 000 personnes sur 2015-2021, 6 ans au sein d'Orange. Oui, c'est lié à notre histoire, c'est lié à notre démographie, pyramide des âges, qui nous a amené, j'allais dire, à prendre ce sujet de l'intergénérationnel à bras-le-corps, parce qu'effectivement, il a fallu réorganiser l'entreprise, il a fallu garder sa culture, qui est extrêmement forte, et en même temps, accompagner un certain nombre de salariés qui arrivaient, j'allais dire, en fin de carrière, et intégrer ces jeunes, ce qui est pour nous, évidemment, un sujet aussi de motivation et de mobilisation extrêmement forte, parce que derrière ce brassage, vous avez la transmission du savoir qui se cache, vous avez le collectif, vous avez la culture d'entreprise qu'il faut continuer de faire vivre, vous avez aussi le croisement de cette révolution numérique qui traverse les entreprises et qui nécessite qu'on repense, j'allais dire, nos modes de fonctionnement, notre organisation du travail, mais aussi l'accélération de la digitalisation, de l'intégration des outils digitaux dans notre mode de fonctionnement. Tout à fait. Et donc voilà, c'est tous ces enjeux-là sur lesquels, évidemment, nous sommes depuis quelque temps. Et qui ne sont pas terminés. Oui, mais c'est possible. C'est-à-dire, ce brassage colossal, là, 75 000 personnes, ramenées à 50 000 avec 20 000 recrutements de jeunes, l'entreprise Orange, elle fonctionne, tout va bien, elle avance, elle a de bons résultats. Grâce à vous, on a passé un confinement formidable. Voilà, on vous en remercie. Pour ceux qui l'ont fait. Non, mais voilà, c'est quand même un message d'optimisme formidable que vous pouvez diffuser là sur ce choc et cette fracture générationnelle qu'on nous raconte quand même très régulièrement. Oui, bien sûr. D'abord, pourquoi ? Parce que, j'allais dire, à partir du moment où vous avez le sujet et vous avez cette question-là, la vraie sujet, c'est au final l'analyse, le diagnostic, les solutions que vous mettez en œuvre et la prise en charge du sujet. Et effectivement, j'entends beaucoup parler à nouveau, évidemment, de fracture générationnelle, et on l'entend aujourd'hui à l'issue de cette crise sanitaire que l'on a vue. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers sondages de l'IFOP, que je trouve là aussi encourageants. J'ai tendance à regarder le monde un peu positivement, parce que je pense que sinon, ça ne nous porte pas beaucoup. Et puis, vous regardez beaucoup les enquêtes d'opinion, quand même. Bien sûr, parce que... oui, mais en même temps, c'est 75 000 personnes. Quoi. Les chiffres, c'est j'allais dire, une idée sans opinion. C'est justement le contraire. Vous avez aujourd'hui plutôt une solidarité entre les générations qui s'est renforcée, paradoxalement à ce qu'on peut voir. Ouais. Et là, nous aussi, nous aurions pu vivre la même chose, le même choc des cultures. Mais à partir du moment où vous prenez le sujet à bras-le-corps, vous pouvez tout à fait inverser. Il n'y a pas de déterminisme dans les échecs.
Et il n'y en a pas non plus ici. Mais par contre, effectivement, il faut prendre le sujet à bras-le-corps. Et nous l'avons pris en nous attaquant et en nous attachant à travailler sur chaque génération. Pas uniquement les extrêmes, chaque génération. Les jeunes, et il va falloir encore plus le faire dans cette période de crise sanitaire qui va se doubler sans doute d'une crise économique, c'est-à-dire leur donner les moyens de rentrer dans le monde du travail. Je pense que c'est une responsabilité de toutes les entreprises. On va y revenir, absolument, on va y revenir. Parce que globalement, il faut qu'ils rentrent sur ce marché du travail. Nous, chez Orange France, vous avez à peu près 4700 alternants en moyenne dans nos murs tous les ans. Nous n'avons pas dévié sur ce chiffre-là, on les a toujours. Le deuxième sujet, c'est aussi de s'attaquer et de s'attacher. 4700, ça fait quoi? Ça fait 10% de l'effectif, ça? Ça fait exactement 10% de l'effectif. Un peu moins, un petit peu moins. Une grosse proportion, non, quand même, Philippe? C'est une grosse Oui, grosse proportion. Oui, je pense que sur ce secteur, voilà, mais c'est une stratégie là aussi que nous avons depuis très longtemps. Le deuxième sujet, c'est aussi de s'attacher à travailler sur, évidemment, toutes nos générations intermédiaires, dont le métier est en train de changer. Fondamentalement. Là aussi, les économistes annoncent 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. On rentre dans des logiques apprenantes permanentes, dans de la formation continue permanente. Et donc, il va falloir là aussi travailler à ce que nos collaborateurs aient une capacité d'employabilité permanente. Ça aussi, c'est un point fondamental. Qui va aussi préparer la troisième étape, celle du bout de l'intergénérationnel, les seniors, sachant que je pense qu'on aurait tous intérêt à réviser ce qu'est un senior parce qu'il est à partir de 45 ans. Ouais, je suis tranquille là-dessus, j'ai assumé, un petit sujet. Voilà, je trouve que la société a bougé, nos âges ont bougé, il faudrait que notre segmentation bouge aussi. Et par contre, s'attaquer donc là aussi et s'attacher à travailler sur les seniors. Il suffit justement. Moi, j'ai aucun problème à continuer à utiliser ce terme. Simplement, à partir du moment où tout le monde l'accepte, ce terme, et où senior n'est plus synonyme de voie de garage. Voilà, c'est ça le sujet, en fait. Et où on sous-segmente l'approche des seniors, parce que entre 45 et 55 ans, vous devez rester employable, et l'entreprise doit travailler à cette employabilité. Et pourquoi 55 et 60 et sans doute 65 Alors, c'est vrai que j'ai tendance à dire 55 parce que chez Orange, nous avons des techniciens qui ont commencé à travailler à 17 ans. Donc effectivement, l'âge de rentrer à la retraite, chez nous, peut commencer beaucoup plus tôt, s'étale de 55 à 65, même plus tard. Ouais. Mais en tout cas, là encore, on revient au sujet qu'on a pointé du doigt tout à l'heure, c'est la notion de bien prendre en compte une granularité beaucoup plus fine, sans doute, dans toutes nos politiques RH et dans toutes nos stratégies RH. Ouais. Et ça, c'est peut-être le sujet le plus important. Ouais, juste un mot, mais vous me racontiez, vous avez le vieux réseau de cuivre qu'il faut continuer à entretenir, sur lequel, en plus, vous avez une pression politique, parce que zone blanche, tout ça, machin, enfin bref. Ça, c'est des gars, vous n'allez pas apprendre aujourd'hui à des jeunes gens de 20, 25 ans comment entretenir un réseau de cuivre. Alors, on le fait, mais il faut 18 mois à minimum pour être formé sur un réseau cuivre. Donc, vous voyez l'anticipation qu'il faut avoir. Donc effectivement, on essaye aujourd'hui, parce que c'est un réseau qu'on va décommissionner à terme, de trouver le bon équilibre entre ceux qui sont garants du savoir, de l'expérience, et qui sont plutôt plus âgés, et puis les jeunes. Et donc on travaille beaucoup en binôme, parce qu'on a néanmoins besoin de recruter encore sur le cuivre, mais surtout pour que cet équilibre-là soit en permanence là aussi respecté. Dernier point dans ce que j'ai noté dans vos enjeux, mais on rend compte qu'ils sont multiples, mais la révolution visio, parce que, je l'ai pas dit, mais vous avez quand même tous les métiers, hein. Vous allez du retail à, on en a parlé, de ceux qui ouvrent les trottoirs pour y mettre de la fibre. Donc, exactement. La révolution visio dans la pratique professionnelle. Voilà, on va le dire comme ça. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, l'organisation du travail va bouger avec le télétravail, mais pas que. Moi, je pense qu'on va avoir énormément d'expérimentation, de nouvelles pratiques. Et on voit que la visio a été peut-être ce qui a le plus fédéré les Français pendant cette période de crise, que ce soit à travers des outils. Et ce que l'on voit émerger de plus en plus, c'est que ces outils qui ont permis de faire des réunions sont aussi des outils qui permettent aujourd'hui de rentrer en relation avec des clients et de travailler avec nos clients. On le fait à 2 titres et dans 2 phases expérimentales, avec nos techniciens d'intervention. Lorsque nous étions à distance, que la crise sanitaire était au pic, nos techniciens, à travers leur smartphone et le smartphone du client, étaient capables de faire des réparations à distance, avec évidemment cette capacité à regarder à distance l'état de la box, l'état du réseau, et de pouvoir... on parle des particuliers là. Et là, on a expérimenté, de par la situation évidemment, via la visio, de nouvelles pratiques de détection, de diagnostic à distance et même de réparation à distance. Et ce que l'on voit émerger aussi, et il y avait juste avant moi la directrice générale de Nature et Découverte, et je sais que Fnac est en train de le tester, et nous-mêmes on va commencer à regarder, à faire de la visio aussi avec des clients. Vous ne pouvez pas vous déplacer en boutique. Et néanmoins, vous voulez ce qu'apporte l'humain, c'est-à-dire un contact pour discuter, pour échanger sur votre problématique. On commence à pouvoir envisager des vendeurs dans un espace de vente
qui ont un rendez-vous, mais non pas un rendez-vous physique, mais un rendez-vous visio avec un client qui lui permet de regarder les smartphones, sans les toucher, les identifier, voir la granularité de l'image, de la qualité. Fabienne, c'est de nouvelles compétences, ça? Ce sont des développer de nouvelles compétences là-dessus. Oui, ce sont des nouvelles compétences. Et donc, c'est un champ de formation supplémentaire sur l'ensemble, le colossal champ de formation que vous nous avez déjà décrit. Et non seulement c'est un nouveau champ, mais c'est un champ qui va se renouveler, qui va évoluer de plus en plus vite. Je pense qu'il y a des sujets aussi autour de la réalité augmentée. Bien sûr. On parlait des techniciens qui entretiennent. Une partie de la formation, ça va être ça. Ça va être, je projette finalement l'image de la réparation que je dois faire en la filmant. Donc ça, si, c'est une transformation. On parle pas aussi. Moi, je vois la technologie transforme aussi nos métiers, parce qu'on va rentrer beaucoup plus sur de la maintenance prédictive en disant, voilà, on s'attend à ce qu'il y ait des problèmes là-dessus. On est en train de transformer. On est au bout de cet entretien passionnant là, avec Fabienne. Moi, je suis, et on va aller justement vers les HR Trends, vers l'ensemble des tendances que Deloitte détecte pour les DRH. La masse d'enjeux est colossale, Fabienne. Enfin, comment vous faites, comment vous faites le tri? Comment j'arrive le matin, j'ai 250 urgences à régler, ou enfin urgences, des chantiers énormes à entreprendre. Comment on fait le tri, hein? On a commencé en parlant de la façon dont notre cerveau a du mal aujourd'hui à réagir à l'ensemble des injonctions qu'il subit. Comment on fait le tri? D'abord, un dirigeant, il n'est pas seul. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est une équipe. Et ça, c'est clé. Un dirigeant qui oublie qu'il a une équipe sur laquelle il doit s'adosser pour à la fois organiser le travail, à mon avis, se perd. Donc, la priorité que j'ai tous les matins, c'est évidemment regarder aujourd'hui, mais regarder demain et après-demain. Et donc, d'essayer d'avoir une vision qui s'attache à la fois à régler les problèmes d'aujourd'hui, mais surtout très vite les donner pour qu'ils soient réglés et rester toujours avec un cran d'avance. Et ça, c'est fondamental, sinon on se perd. Et c'est ce que la crise aujourd'hui nous oblige à faire encore plus que jamais. Parce qu'on voit bien qu'on a beaucoup de brassage. Ne pas se perdre, c'est aussi hiérarchiser, et vous l'avez dit, prioriser. Savoir renoncer. Ça, c'est très difficile. Hein. L'homme n'aime pas renoncer. Ouais. Chez nous, pas particulièrement. C'est une entreprise un peu... On m'a beaucoup dit ça. De la culture, de l'expérience, de l'excellence. Et donc, il faut savoir renoncer et il faut savoir apprendre à ses équipes à renoncer pour savoir le plus important des cailloux que nous avons dans la chaussure ou de là où nous sommes attendus. Et donc, il faut en permanence retravailler sur cette ligne de hiérarchisation, de priorisation que l'on a à mener. Très honnêtement, on le fait depuis des années. La seule chose qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une accélération. Une accélération sur laquelle, au final, il faut encore moins perdre de vue ses priorités par rapport aux années antérieures. Ne pas oublier que l'entreprise, c'est de la performance, mais c'est aussi un point pour moi très important qui est un lieu de création de liens sociaux. Et je pense que ça, au moment où nous le vivons, dans une crise qui se dessine devant nous, de fractures sociales, de crise économique, si l'entreprise, si les grandes entreprises et si les dirigeants oublient que ce sont des lieux où se crée du lien social et où se crée aussi la société de demain, nous aurons perdu une partie de nos priorités. Donc certes, performance, parce que sinon il n'y aura pas d'emploi, et l'emploi c'est quand même ce qui fait vivre les gens, mais j'allais dire, il faut là encore, toujours sur cette ligne de crête, réconcilier l'ensemble des injonctions contradictoires en ayant... Au bout de la ligne de crête. Le cap. Toujours voilà, le cap. Fabienne Dulac, donc la CEO d'Orange France, était notre invitée. Dernière partie de cette plénière, last but not least, Philippe, les HR Trends, et donc la façon dont Deloitte voit les enjeux qui vont être ceux des DRH dans... C'est quoi d'ailleurs? C'est les semaines qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent? C'est quoi l'horizon de temps d'ailleurs de ces trends? L'horizon de temps, c'est toujours à quelques années. Donc, quelques années, ouais, voilà, c'est ça. Sur une dynamique où on identifie quelque part un peu des signaux faibles et on se dit qu'est-ce que ça va donner à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Donc, alors allons-y. On a plein de sujets. Alors c'est très intéressant parce que énormément des choses dont on a discuté ce matin vont résonner par rapport à cette HR Trends. J'espère. C'est plutôt positif. Voilà. Bon, on triche un peu parce qu'il faut savoir qu'on interroge quand même 6000 dirigeants DRH. C'est ce que j'allais te dire. C'est quand même le fruit en fait voilà, de ce qui remonte. Fabienne il y a quelques instants, et finalement on prend un chiffre, de ce chiffre ça nous donne une idée, de cette idée une opinion, et quelque part les HR Trends c'est ça. Les HR Trends de cette année sont particulièrement en résonance par rapport à des éléments qui ont été soulignés précédemment. Fabienne finalement nous a fait émerger vraiment, ou nous a parlé implicitement de la notion d'entreprise
entreprise sociale, sociétale, qu'on avait identifié il y a à peu près 4 ans de ça, dans la HR Trends, il y a 3-4 ans. L'entreprise sociale, sociétale, c'était quoi? C'était une entreprise qui, au-delà de la performance financière, réfléchissait aussi à son impact social, humain, environnemental. Donc ça, c'est toute cette notion de sens aujourd'hui, sans lequel, j'ai l'impression, il n'y a pas d'entreprise possible. Exactement. Aujourd'hui, on a dit, notre conviction, c'est que cette entreprise sociale, sociétale, elle doit reposer un peu sur ses deux jambes, comme le disait Fabienne. Et puis, elle a un ADN constitué de 3 caractéristiques. Une première autour du sens, une deuxième autour du potentiel et une troisième autour de la perspective. Le sens, Fabien en a parlé, effectivement, c'est aussi pour animer le collectif. Dans la première présentation aussi, ou la première intervention qui avait été faite, on montrait bien que au sein d'Amazon, finalement, on résonne en réseau d'équipes. Et pour donner un sens à ces réseaux d'équipes, c'est bien effectivement les perspectives un peu plus larges qu'on va proposer. Donc mais là, c'est un sens de carrière, c'est un sens individuel. Donc ça peut être aussi... Parce que c'est bien l'exemple d'Amazon, pour le coup. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui aux chefs d'entreprise? Et pardon, au DRH, mais je pense que vous êtes un certain nombre à avoir des patrons comme ça qui disent « Vous êtes gentil, mais moi, ma mission, c'est de produire, de vendre au bon prix, de bien payer mes salariés et de faire en sorte qu'ils sortent à peu près contents du travail. » Ça suffit comme mission et comme sens, ça Alors, non, ça ne suffit pas. Et voilà, c'est ça. Ça ne suffit pas. Ça marche plus. Et en plus, je dirais, vous n'allez pas forcément bien produire, vous n'allez pas forcément bien vendre, vous n'allez pas forcément bien suivre vos produits. Je suis obligé de trouver une dimension supplémentaire à tout ce que je fais. Exactement. Ouais. On le voit, l'entreprise, et on va en reparler, c'est que l'écosystème de l'entreprise est plus le même. On a plus les limites telles qu'on a vues. On a parlé à chaque fois du nombre de collaborateurs, mais de manière générale, la plupart des entreprises travaillent sur un écosystème beaucoup plus large. Et de manière très intéressante, on a fait une étude avec le MIT qui vient qui sera publiée d'ici quelques jours. Mais on a interrogé 5000 managers et responsables à travers le monde. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, ces managers et ces responsables à travers le monde? Ils nous disent que pour 9 sur 10, 87% nous disent l'entreprise et les talents, ça prend au-delà des collaborateurs qui sont employés en CDD, CDI dans l'entreprise. Et c'est bien l'écosystème large que je considère pour mes talents. C'est eux qui... Et donc ça veut dire que là, moi, en tant qu'entreprise, il faut que j'émette des signaux qui s'adressent à l'ensemble de ces... Alors on disait parties prenantes aussi, à une époque. Exactement. Qui à un moment vont concourir à la production, qui à un moment vont concourir à la performance de l'entreprise. Exactement. Et donc les HR Trends de cette année ont cela de particulier qu'on a finalement vécu une pandémie, mais on a aussi vécu 2 autres crises finalement. On a une première crise qui est une crise sanitaire, on a une deuxième crise qui est une crise économique, et on a une troisième crise qui est apparue en 2020, qui est une crise autour des sujets d'équité, des sujets d'inéquité en tous les cas, de race qu'on a pu avoir, et notamment avec tous les mouvements qu'on a connus aux États-Unis. Et ces 3 crises, finalement, se sont succédées à un rythme qu'on n'avait encore jamais expérimenté. Et ça s'est traduit aussi sur une évolution de la vision et des convictions des dirigeants et des DRH. Ce qu'on a fait de manière assez intéressante, c'est que on a interrogé ces dirigeants, ces DRH, entre leur vision avant ces crises, cette série de 3 crises, et après cette crise. Ouais. Et on voit, Fabienne l'a illustré, Frédéric aussi l'a illustré, la vision des dirigeants a très fortement changé. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'une vision qui était autour d'une réflexion tournée beaucoup autour de changements qui ne pouvaient être que des changements incrémentaux. Finalement, quand je travaillais sur mes stratégies, je considère que je peux avoir une série de scénarios de disruption, comme on dit, ou en tous les cas de mise en difficulté de mon business. Ils ont eu un shift complet en se disant finalement ce qu'on appelle le signe noir, ou en tous les cas le signe noir, ou en tous les cas les scénarios improbables, mais avec très fort impact, peuvent survenir, et comment je les considère désormais dans ma stratégie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que face à ça, donc non seulement ils ont eu ce shift en se disant finalement c'est ça que je dois considérer pour l'avenir, et leur premier réflexe ou leur priorité, c'est de se dire demain, mon enjeu, c'est que mes talents doivent être en mesure de s'adapter, de se reformer, d'évoluer pour répondre à cette transformation ou à cette volatilité
accélérée qu'on va avoir désormais. On l'a vu, et ce qui résonne peut-être presque de manière un petit peu contradictoire avec ce que tu disais il y a un instant, Philippe, on l'a vu dans cette plénière, on le verra dans les tracks où tu vas m'accompagner pour certains d'entre eux. Le potentiel de l'entreprise, en fait, l'entreprise doit absolument se pencher davantage qu'elle ne le fait aujourd'hui sur son potentiel interne, sur ses compétences internes. Voilà. Elle est riche de richesses qu'en fait elle ne maîtrise pas et qu'elle ne connaît pas elle-même. Exactement, et que souvent les collaborateurs connaissent mieux. Voilà. Pourquoi elle doit se concentrer aussi là-dessus? C'est tout simplement parce que les entreprises comprennent que l'environnement changeant très très vite, c'est essentiel d'avoir une certaine flexibilité ou adaptabilité des collaborateurs. C'est aussi pour ça que dans l'exemple d'Amazon, les niveaux étaient réduits. C'est pour se permettre d'être plus adaptable, de réagir plus vite. Et effectivement, les entreprises nous disent, moi, la notion de réflexion que je vais avoir sur le potentiel des collaborateurs, des marketplaces que je vais développer en interne, sont des priorités pour leur permettre, eux, de se dire comment est-ce que je repense le travail, comment est-ce que je repense mes activités. Donc ça veut dire, premier point, du sens, il faut émettre des signaux qui sont différents de la simple production et de qu'est-ce qu'on est bon, voilà. En gros, ça suffit plus. Deuxième point, il faut organiser l'autonomie. Exactement. Voilà, donner tous les outils, toute la possibilité en fait aux collaborateurs d'exprimer leur puissance et leur force. Et c'est la seconde priorité qui a été identifiée par les dirigeants, c'est de se dire comment est-ce que je rends mon organisation plus adaptable, plus flexible. Et c'est en organisant cette autonomie, mais comme le disait Fabienne précédemment, avec une notion aussi de sens du collectif. Ça peut pas être une autonomie qui est j'avance comme je veux, il faut quelque part que je donne cette perspective. L'autonomie, ça n'est pas l'anarchie. Exactement. Voilà. Et ça se coordonne. Et elle a quand même parlé de courage managérial. C'est-à-dire que c'est dans ce contexte particulier qu'alors le courage managérial et la capacité de dire non, comme on dit de moins en moins non, devient de plus en plus importante. Exactement, et de mieux comprendre et de mieux écouter ce qui se passe dans son organisation, dans ses équipes. Les exemples d'avoir des pulses, des surveys un peu quotidiennes, c'est aussi ça, c'est de comprendre et à un moment de prendre un certain nombre de décisions. Ouais. Voilà. Ok, on continue, on avance ? On continue. Alors, troisième grande dimension, donc on a parlé du sens, on a parlé du potentiel, la perspective. L'idée, c'est quoi ? C'est d'essayer de projeter l'organisation dans le futur. On va essayer d'identifier un certain nombre d'évolutions des compétences, d'évolutions des métiers. Et ce qui ressort de cette étude, c'est quoi ? C'est que aujourd'hui, c'est plus possible, et d'ailleurs les dirigeants ont bien compris, c'est plus possible de juste se dire je prends le travail et puis quelque part je vais l'optimiser, je vais faire un redesign un peu. La machine, la technologie va m'aider à faire mon travail de la même manière, mais simplement de manière plus efficace. Ce que tu disais tout à l'heure, innovation incrémentale, quoi. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, non, ils sont 60% à nous dire, il faut que je repense mon travail. Il faut que je repense mon travail en intégrant en amont les facteurs humains, le bien-être dont parlait Fabienne, mais aussi toute la dimension de comment est-ce que je peux être plus adaptable dans la façon dont je réalise mon travail. Donc ça, c'est cette troisième dimension, ce troisième niveau, cette troisième tendance, c'est cette perspective, c'est de se dire comment je vais pouvoir repenser complètement mon travail et non pas simplement le réajuster. De manière très intéressante, quand on a interrogé les dirigeants, il y en a seulement 13% qui nous ont dit ils nous ont dit majoritairement, je vais utiliser de l'IA, je vais utiliser des nouvelles technologies, mais ils sont 13% seulement à nous dire l'IA va remplacer de l'humain. Ils sont plutôt à se dire l'IA va apporter 13% seulement. Seulement 13%. Ça veut dire que la très grande majorité considère que l'intelligence artificielle va plutôt compléter les individus, et nous, notre conviction d'ailleurs, c'est plutôt les équipes, c'est ce qu'on avait appelé les super teams. Je te souviens. J'avais adoré ta super équipe, mais d'ailleurs, elle est toujours là, ta super équipe. Elle est toujours là, HR Trends. Elle est toujours là, et elle est effectivement un levier essentiel de la façon dont les organisations vont se réinventer. On parlait des équipes de direction tout à l'heure. Le sujet, c'est comment RH, IT et business vont fonctionner ensemble. Et la super équipe et ta définition de la super équipe, c'est comment est-ce que l'humain garde le contrôle, mais augmenté d'une certaine manière de la technologie. Exactement, voilà. Puisque l'IA va être capable d'absorber ou de traiter des quantités de données, elle va venir nourrir l'humain qui, lui, a des caractéristiques particulières, qui est que on gère beaucoup mieux
l'incertain, on gère beaucoup mieux ce qui est le monde dans lequel on vit, qui est beaucoup moins prédictif. C'est ça. Et c'est d'ailleurs un des enseignements paradoxaux de cette chart trend, c'est que dans un monde de plus en plus digital, où on craint que l'algorithme, que la machine remplace l'humain, notre conviction, c'est qu'au contraire, la place de l'humain sera prépondérante. Voilà. C'est rassurant. Je voudrais être sûr que vous ne dites pas ça pour nous faire plaisir et pour nous rassurer, mais non. Les dirigeants nous le disent. Philippe, il nous reste quelques minutes. Il faut quand même. Pardon. Mais non, parce qu'il y a l'éléphant au milieu de la pièce. C'est-à-dire, quand on a préparé l'ensemble de cette journée, on avait des DRH. S'il vous plaît, parlez d'autre chose que du télétravail. On n'en peut plus. On baigne dedans, etc. Donc, on vous parle d'autre chose. Simplement, on va pas non plus ne pas en parler. Parce que c'est quand même leur obsession à tous, là, comment ça s'organise. C'est comment ça s'organise. Et là, on a, tu parlais de paradoxe tout à l'heure, c'est un des paradoxes auxquels on a à faire face. C'est-à-dire que le télétravail, quand on interroge les dirigeants, ils vous disent, le télétravail, les collaborateurs l'ont très bien perçu. Et je pense qu'il y a une partie qui est vraie, il y a une partie des collaborateurs qui l'ont apprécié. Mais je pense que la vision des dirigeants est aujourd'hui décalée par rapport à celle des collaborateurs. C'est-à-dire que le télétravail a aussi généré des enjeux en matière de bien-être, des enjeux en matière de burn-out. De nouveaux risques psychosociaux. De nouveaux risques psychosociaux. Et il y a une déconnexion entre la vision du dirigeant qui vous dit le télétravail c'est très bien, d'ailleurs on va le généraliser parce que déjà ça a des effets aussi économiques certains, la productivité qui augmente, finalement des coûts immobiliers qui sont plus faibles, etc. Et la vision des collaborateurs qui vous disent oui mais ça crée d'autres enjeux. Et quand vous interrogez les collaborateurs, ils vous disent la question du bien-être, par exemple, va faire partie des 2-3 premières priorités qu'ils peuvent avoir. Les dirigeants, le bien-être descend assez loin aujourd'hui. Donc il faut absolument réconcilier ça. Donc il faut réconcilier ça. Il n'y a pas de temps à perdre. Voilà. Et il va falloir repenser complètement la façon dont on structure le travail. Comme on a pu le voir un peu ce matin, il ne faut pas perdre de vue que la notion du collectif se fait aussi par les échanges. La notion de l'innovation se fait aussi par l'impromptu. Je te rencontre, on échange. Et cette partie-là, elle est moins bien traitée aujourd'hui par le télétravail. 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. Pour finir, un message d'optimiste aussi, de manière très intéressante, c'est que les DRH ont excessivement bien traversé la crise qu'on a connue, puisque vous avez un niveau de défiance dans la capacité du DRH à gérer le futur qui a été divisé par 2. Waouh. Et un niveau de confiance dans les DRH à gérer le futur qui a été multiplié par 2. Donc, chapeau, on peut dire, parce qu'ils te regardent, là, bravo. on peut dire, voilà, chapeau les gars. Bravo. Ouais. Voilà. Ils sont montés au front et je pense que ça a été une réussite. Voilà. Magnifique conclusion pour cette plénière, Philippe. Je t'en remercie. Mais de toute façon, on reste ensemble en partie puisque donc cette plénière est terminée. Mais on vous donne rendez-vous pour approfondir finalement chacun de ces sujets sur les tracks qui vont bientôt démarrer.